Vous écoutez Réel, saison 1, épisode 3. Une conversation avec Arnaud Malherbe, scénariste et réalisateur. Réel. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode 3 de Réel. Avant de laisser place à ma conversation avec Arnaud Malherbe, je tenais à vous donner quelques clés sur son parcours. Arnaud a d'abord été journaliste à Ouest France et à l'Express dans le service culture et cinéma. Il a exercé en tant que critique pendant quelques années avant de participer à l'atelier scénario de la Fémis. Il réalise alors plusieurs courts-métrages dont Dans leur peau avec Fred Testo qui remporte le Grand Prix du Festival Fantastique de Gérardmer. Il enchaîne ensuite avec Belleville Story, un unitaire pour Arte, produit par Gloria Film, prix du meilleur film au Festival de fiction de La Rochelle en 2009. Il crée par la suite la série Chef, produite par Calt et diffusée sur France 2 avec Clovis Cornillac et Hugo Becker. Il remportera avec cette série le prix de la meilleure série au Festival de fiction de Luchon. Viendra ensuite Moloch, une série 6 x 52 minutes pour Arte avec Olivier Gourmet, prix du meilleur scénario à Cannes Série 2021. Arnaud réalise alors son premier long-métrage, Ogre, avec Anna Girardot, produit par Gloria Film et 247 Films, sélectionné au Festival du cinéma américain de Deauville en 2021 et à Gérardmer en 2022. S'en suivra la série Rictus, 9 x 30 minutes, diffusée sur OCS et produite par Ciné France, prix de la meilleure série de comédie à Sérimania 2023. Et enfin, très récemment, Arnaud a réalisé Mémoire vive, une série de 4 x 52 minutes diffusée sur M6, produite par Calt Studio, avec Clémentine Sélarié. Ces quelques clés sur le parcours d'Arnaud vous ayant été données, je vous invite maintenant à découvrir notre conversation. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 3 de Réel, où je reçois aujourd'hui un scénariste et réalisateur français, Arnaud Malherbe. Arnaud, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Avec plaisir. Tu ne sais pas grand-chose de ce qui va se passer aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant. C'est ce qui est excitant. Puisque l'épisode 1 sort demain, au moment où on enregistre ce podcast. Mais écoute, on a une tradition dans ce podcast, c'est de commencer par un portrait en 10 questions, où tu me réponds le plus vite possible, sans trop réfléchir si tu peux. Ok, il n'y a pas de buzzer, rien. Il n'y a pas de buzzer, tu as droit à un joker sur les 10 questions. Ok. Est-ce que tu es prêt? Oui, ça j'ai répondu, c'est bon. Ah c'est bon, la première est bon. C'est bon. Si tu étais une actrice ou un acteur, Arnaud, qui est-ce que tu serais? Une actrice ou un acteur je vais dire un truc terrible. Roman Polanski. Ah ouais, on commence fort. Ouais, on y va, c'est parti. Si tu étais une compositrice ou un compositeur de musique de film? J'ai pas son nom, je suis désolé, du coup c'est pourri comme réponse, mais le Scandinave qui a fait les musiques de 2049 et tout ça, les musiques très électro, atmosphériques, planantes et tout, et son nom m'échappe, mais je serais lui parce qu'il m'emmène loin. C'est pas Johansson, quelque chose comme ça? Si, c'est ça, exactement. Ouais, parfait. Si tu étais une héroïne ou un héros de fiction? Jeremiah Johnson. Si tu étais une salle de cinéma? Le Grand Action, je crois. Ah, c'est une chouette salle. Joli choix. Et si tu étais un pays étranger dans lequel tu aimerais tourner un film? La Mongolie. On pourra pas expliquer pourquoi tout à l'heure, peut-être. Ouais, avec plaisir. 5 autres questions. C'est quoi le film qui t'a le plus choqué? Choqué au sens de brutalisé moralement ou... Au sens où tu veux, mais oui, on peut partir là-dessus. C'est un film que j'ai pas vu, enfin dont j'ai vu quelques images. The Human Centipede, je sais pas quoi. Ouais. Ça, pour moi, c'est la limite humaine absolue. Effectivement, interdit. Littéralement d'ailleurs. Pour mes yeux, en tout cas. Le film qui t'a le plus fait pleurer? Je peux dire... Non, je peux pas répondre deux choses. Si je vais répondre deux choses. Permets. Des choses très différentes et absolument inexplicables. Le dernier des Mohicans et La fièvre dans le sang. On a bien fait de demander deux réponses. Si tu pouvais nous donner ton principal défaut, Arnaud? L'instant confession. Je vais faire une réponse à la Empire contre-attaque. Une certaine forme de colère, peut-être, parfois. Et du coup, ton état d'esprit actuel, en colère ou pas? Ah, pas du tout, non, très apaisé. Quand je suis dans le noir avec des micros, tout ça va bien. Et pour finir, ta devise favorite? C'est chaud, ça. Hein. Des questions à la pivot, là. Ma devise favorite?
C'est qu'un échauffement en plus. Hein, ouais. J'aime bien. Ah, s'il y avait un truc que mon père me disait quand j'étais petit, je crois que c'était, je sais pas si c'est Confucius ou ça doit être vaguement chinois. C'était avance sur ton chemin car il n'existe que par tes pas. Ça, c'est classe, hein. Franchement. La respect, tu vois, il y a une espèce de silence. Très bien, bah merci. Et j'ai une petite question bonus parce que je triche un peu. Comme tu fais du cinéma de genre, pas que, mais en partie, en tout cas, tu aimes beaucoup ça. Si tu ne devais en garder qu'un de film de genre, lequel ce serait ? Ah, c'est tellement dur, ça. Un petit coup de cœur, celui qui se dégage un peu. À l'instant, hein, on n'est pas... Oui, à l'instant, comme ça, pour plein de raisons, et même si c'est il y a longtemps et tout, je dirais Répulsion de Roman Polanski. On a bouclé la boucle, quoi. Du coup, voilà, c'est parfait. Boucler tes questions. Ben pour resituer un peu à nos auditrices, vous allez voir, je suis un peu enrhumé, ça va être un peu compliqué aujourd'hui. Auditrices et auditeurs, on s'est déjà croisés à plusieurs reprises, Arnaud, notamment au Grand Prix Climax du scénario de genre, où j'avais été membre du jury. J'avais, en 2020, alors qu'on était empêché par le Covid, j'avais fait une interview de toi dans une salle de cinéma. Tout à fait. Et ensuite, on s'était revus pour une masterclass qui concernait ton premier long métrage, donc Ogre. Et à ce moment-là, on avait beaucoup discuté. Tu avais été très généreux dans tes réponses et je me suis dit, il faut que j'invite Arnaud. Il a plein de trucs passionnants à nous raconter. C'est un super client. Et on va revenir un peu sur ton parcours, du coup. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, hein, mais normalement, j'ai ton CV sous les yeux, donc ça devrait bien se passer. Tu as commencé par une licence de droit, en fait, à l'université de Caen. En vrai, c'est un Doug, je suis pas allé jusqu'au bout de la licence, mais bon, c'est pas grave. Personne n'est obligé de le savoir, mais maintenant tout le monde le sait. Exactement. Ensuite, tu as été étudiant en journalisme à l'Institut pratique de journalisme de Paris. Et tu as travaillé en tant que journaliste, d'ailleurs, pour Ouest France et l'Express pendant 7 ans, je crois. Oui, tout à fait. Et ensuite, tu as, ou pendant, je ne sais pas, je crois que c'est pendant, tu as été étudiant à l'atelier scénario de la FEMIS. Et ensuite, tu t'es lancé dans le grand bain, la réalisation. Ouais. J'ai pris une année sabbatique en fait pour faire ça, pour faire ma bascule. Et je suis après revenu à l'Express. Je suis resté quelques mois et je suis reparti pour des aventures incertaines, mais excitantes. Mais passionnantes, ouais. Et justement, à quel moment est-ce que tu t'es dit « je veux devenir réalisateur » ? Est-ce que c'était une vocation pour toi ou au contraire, c'est quelque chose qui est arrivé plus tard ? Alors, c'était pas du tout une vocation. Moi, j'entends beaucoup de camarades réalisateurs qui racontent comment c'est ancré dans l'enfance, souvent. Et ancré dans une cinéphilie qui arrive très tôt dans la vie. Et moi, c'était pas du tout le cas, en fait. Moi, j'habitais vraiment à la campagne, j'allais très très peu au cinéma. Il n'y avait pas vraiment d'accès. La télévision, franchement, je vais pas... On était quand même dans les années 70-80, donc quand on n'est pas super connecté comme je l'étais, voilà, il y a des choses qui se passent un peu au niveau de la VHS ou des choses comme ça, mais à l'époque, il y avait 3 chaînes, 4 chaînes, donc il n'y avait vraiment pas un accès délirant au truc. Et en fait, moi, je suis allé, donc j'étais en revanche passionné de bande dessinée, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et donc, j'ai beaucoup lu des romans, mais surtout des bandes dessinées pendant très longtemps. Et donc, j'avais une vraie connexion aux histoires, au désir d'histoire, aux envies d'histoire. Et comme souvent à la campagne, mais c'est très bien, on est susceptible de s'ennuyer un peu, on s'imagine aussi des histoires, quoi. C'est un schéma assez classique. Dans le silence et dans la solitude, on a envie de se raconter d'autres mondes. Et donc, il y avait ça. Et puis, ça s'est en fait transformé en désir pour dire vite, de raconter un peu le monde. Et donc, c'est passé par le biais du journalisme pendant un temps où j'avais envie de raconter des histoires à travers des histoires réelles, entre guillemets, à travers la presse. Et puis, je me suis retrouvé, pour faire très court, pendant plusieurs années à l'Express, où je me suis retrouvé à faire des critiques cinéma. J'étais un petit peu la 5e roue du carrosse de l'équipe des critiques, et donc je voyais beaucoup de films étranges, beaucoup de films inattendus, beaucoup de films que je ne serais jamais allé voir comme spectateur lambda, et des choses que j'ai adorées, qui m'ont sidéré, et d'autres que je trouvais ineptes. Et en fait, la bascule, elle a été déjà, quand on côtoie quelque chose régulièrement, à savoir là, le cinéma, on a tendance à le convoiter et à en rêver aussi, de se dire, à un moment, pourquoi pas moi ? Et parce que je voyais aussi beaucoup de mauvais films, et je dis, moi, ces mauvais films, je peux les faire, je suis sûr. ça s'est passé dans un truc d'assurance comme ça, en fait. Et puis après, il y a un désir irrépressible qui est... en fait, on pense qu'à ça, et on a envie de faire que ça, et on se lève le matin, on pense à ça, et on se couche le soir, on pense à ça, donc il faut le faire, quoi. Oui, c'est sûr. Il faut vider la plaie, quoi. Vivre sans regret, quoi. Et alors, est-ce que tu peux nous dire comment naît l'idée ou le désir d'un film pour toi ? Alors, je crois qu'il y a plusieurs réponses possibles, parce que ça peut être des choses qui partent d'une image, d'un souvenir, d'une sensation, ou d'une obsession, peut-être aussi, ou d'une chose qui nous est arrivée. Moi, j'ai plusieurs projets comme ça qui ont des points de départ très, très différents, en fait. Il n'y a pas, je pense, une ligne commune, en fait, à tout ça.
Pour prendre un exemple concret, si on parle de Ogre, c'est vraiment ancré dans des souvenirs et des sensations d'enfance de moi tout seul dans ma chambre à regarder à travers la fenêtre ou en essayant de ne pas regarder à la fenêtre. Voilà, ça part de ces choses-là. Sur un autre projet, ça peut partir juste peut-être d'une réflexion, quelque chose qui est plus conceptuel. Là, un projet sur lequel je suis en train de travailler part plutôt d'une réflexion par rapport à un état certain de la société dans un endroit donné. Voilà, donc ça, c'est plus intellectuel, entre guillemets. Donc voilà, il n'y a pas de... Je pense qu'en fait, la vérité, elle est dans sur quoi on va partir, mettre son énergie et son travail. Parce que moi, j'ai plus tendance à être assailli par des idées. Je dis pas qu'elles sont bonnes, hein. Je dis en tout cas que je suis assailli par des idées et des envies, et que une grande partie très importante du travail, c'est de réussir à justement savoir sur quoi on va partir et sur quoi on va mettre son énergie, parce qu'on n'est pas capable d'écrire 10 histoires en même temps et de les faire advenir et de gagner sa place dans l'industrie, pas tout le temps, quoi. Donc en fait, il faut bien savoir sur quoi on va mettre son énergie, et ça, je pense que c'est à la fois quelque chose qui revient en fait dans ta tête quotidiennement, et que du coup tu peux pas l'évacuer. Donc il y a des trucs qui s'imposent un petit peu à toi, ou alors c'est un process juste de réflexion et d'être un petit peu plus concret et de se dire non, c'est ça qui est important, parce que j'ai telle et telle idée sur ce sujet, donc c'est important pour moi de le faire. Super. En tout cas, je retiens de pas s'éparpiller. En fait, je dis ça, mais je mène toujours plusieurs, comme tout le monde, hein, je crois, mais c'est je mène toujours plusieurs exactement, pour plein de raisons. Mais je crois quand même que il y a ce truc-là, et je sais que je me suis déjà retrouvé dans cette situation-là il y a quelques temps, et qui est un petit peu comment dire, problématique, qui est, avant d'aller aboutir des choses, de toujours vouloir partir sur d'autres projets. Et ça, c'est en fait l'équilibre. Donc, à la fois, il faut développer différents projets, et en même temps, il ne faut pas se faire complètement envahir par un jour à un film, quoi. Ouais, ne pas vouloir aller trop vite non plus. Ouais, aller trop vite, et que oui, il y a plein de films à faire, il y a plein de super idées, mais en fait, non, on ne peut pas tout faire, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, ça demande un peu de lucidité, parfois. Du coup, je pense que j'ai deviné la réponse, mais peut-être pas. C'est qui la réalisatrice ou le réalisateur que tu admires le plus? Oui, si on peut parler vraiment de quelque chose qui est fondateur, en tout cas dans mes goûts, Roman Polanski, clairement, ouais. Pour plein de raisons. Je sais qu'il ne faut pas le dire maintenant, hein. Mais voilà. N'empêche pas d'aimer ces films qui existent et qu'on peut encore regarder. Ouais, c'est ça. Mon fils s'appelle Roman, je borde un peu l'importance de... Ça va. Et c'est quoi tes sources d'inspiration ? De manière générale, parce que tu parles de beaucoup d'idées qui te viennent, etc. Mais du coup, au quotidien, voilà tes sources d'inspiration pour ton travail. Elles sont assez diverses. Moi, j'ai l'impression que nos sources d'inspiration, elles sont l'écho ou le reflet de comment on éprouve le monde et comment on le regarde, en fait. Donc, c'est une question qui est très, très vaste, parce que c'est tous les sujets, d'une certaine façon, qui s'imposent à nous, soit par un détour esthétique, soit par un détour de réflexion ou de conviction sur un état de la société. Ou, voilà, donc c'est très très vaste, en fait. J'ai l'impression que c'est comme chacun regarde le monde, il va avoir des idées et des envies qui vont surgir et qui vont s'imposer. Ça revient beaucoup quand même dans ce que tu me réponds, c'est que c'est l'importance du réel finalement autour. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai, et à la fois je le tempère un petit peu, parce qu'évidemment c'est forcément indexé aussi par du désir de cinéma, quand même. Mais c'est vrai que moi, il y a un truc que j'aime pas trop, moi, comme spectateur, c'est justement... j'aime pas Tarantino, par exemple. Je sais bien, ça, c'est pareil, il faut pas le dire. Mais c'est un génie, hein, attention, on n'est pas en train de dire que... Mais c'est parce que, justement, c'est quelqu'un qui part du cinéma pour revenir au cinéma. Et en fait, moi, ça m'intéresse pas beaucoup, ça. Ouais, c'est un système fermé, un peu. Exactement. Et qui peut être brillantissime, et qui peut être important, quand même, et important pour plein de gens. Mais très souvent, en fait, je trouve que c'est plus intéressant de partir du réel et d'en servir et de le transformer et d'en faire quelque chose, justement, plutôt que de faire des films de cinéma sur le cinéma. Ça se défend, hein. Je comprends tout à fait. Et puis on peut dire tout ce qu'on veut ici, donc tu peux y aller. Il n'y a pas de beeper. Personne ne juge, enfin en tout cas peut-être. Il n'y a pas de beeper. Peut-être qu'on sera jugé après, mais en tout cas ici personne ne juge pour le moment. Une seconde. Et comment est-ce que tu pourrais nous définir ton univers cinématographique ? C'est une question qui est horrible, j'aimerais pas qu'on me la pose, mais je te la pose quand même. De toute façon, on est là pour ça, hein. Tu poses des questions, je dois y répondre. Et ça voudrait dire avoir une singularité. Je sais pas, je me rends compte qu'en fait, j'ai des biais ou des tropismes, mais que j'ai toujours une envie, en fait, de toujours décaler un peu les choses. De toujours aller chercher, en tout cas à mes yeux, un peu d'absurde ou de poésie, j'ai un peu du mal à être, et ça peut paraître paradoxal, mais je pense que ça ne l'est pas par rapport à ce qu'on disait avant, de partir du réel.
Mais c'est justement pas... partir du réel, ça veut pas dire le plaquer pour en faire une espèce de décalque, en fait, c'est de pas réel. forcément littéral, Non, en fait. pas C'est du tout, pas partir du du tout. réel pour le réinventer, finalement. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, j'ai toujours tendance à essayer, oui, déjà de travailler sur une forme de décalage, d'absurde, un peu de poésie, et aussi de travailler sur le visuel, tu vois, de ne pas être forcément littéralement naturaliste ou des choses comme ça, bien que j'adore plein de films qui sont dans ce registre-là. Donc peut-être s'il y avait quelque chose, ce serait ça, je sais pas. Après, c'est un peu vaste comme... On va préciser au fur et à mesure. Hein. Moi, ce qui me frappe, en fait, quand je regarde tes œuvres, et dès tes premiers courts-métrages, quand je pense à Dans leur peau, donc, qui avait gagné le Grand Prix à Gérardmer. En 1948. Un petit peu plus récent que ça, quand même. C'est l'éclectisme, en fait, de tes propositions de réalisation. J'ai l'impression que tu explores plein d'univers différents, mais ils ont un point commun, en tout cas, à mon sens, c'est la création d'une atmosphère particulière à chaque fois. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Est-ce que c'est quelque chose que tu as en tête au départ d'un projet ? Non, mais ça rejoint ce que je disais justement sur le côté de spécificité, d'essayer de capter ou de créer des ambiances ou des décalages ou des choses. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de... En fait, j'ai l'impression que si je fais pas ça, je sais pas trop ce que je fais, en fait. C'est-à-dire que ou ça m'ennuie, ou si je vais pas créer justement une forme de gêne ou une forme d'absurde ou une forme quelque chose même qui me surprend un petit peu moi, et je préfère affirmer des choses comme ça que d'être dans quelque chose de plus je sais pas, peut-être plus pas ordinaire, mais en tout cas qui me surprendra moins. Donc je te rejoins pas mal sur ça. Ouais. Et du coup, ces atmosphères-là, comment est-ce que tu contribues par ta mise en scène, en fait, à les créer ? De toute façon, c'est ce qu'on dit toujours, c'est ce qu'on fabrique qui est l'accumulation de nos choix et de nos décisions. Donc c'est l'intégralité de ce qu'on travaille qui aboutit à ça. Ça part même du désir du sujet, du projet, du casting, de la direction artistique. C'est l'ensemble de ces choix-là qui fait que tu vas avoir une étrangeté ou une singularité, ou en tout cas un propos qui va peut-être marquer un petit peu ce que tu fais et le rendre un tout petit peu différent, même si c'est pas l'objectif d'être différent. C'est pas ça. Hein. Donc c'est assez... moi, j'ai pas de réponse arithmétique à ça. Et c'est aussi quelque chose qui relève d'une espèce d'intime conviction, et qui est pas, je pense, forcément totalement poreuse à l'idée de oui, c'est comme ça mathématiquement que je pense que ceci, cela. C'est un truc de... tu sens que c'est ça, et tu crois que c'est ça en tout cas, et puis t'engages des gens là-dedans, et des gens rentrent dans ça, et d'autres pas d'ailleurs. Et moi, c'est ce que je trouve toujours intéressant aussi, c'est même l'idée de... Et moi, comme spectateur, j'adore ça aussi, l'idée qu'à partir du moment où on affirme quelque chose, on clive. Oui. Et que c'est ça qui est intéressant. Sinon... sinon, on s'ennuie, quoi. On s'ennuie, ouais. Et c'est vrai que je rebondis sur ce que tu dis, mais c'est pas forcément un processus toujours conscient, d'ailleurs. Quand on le fait. Ouais, bien sûr. On se rend souvent compte a posteriori quand des gens nous disent tiens, c'est marrant, ça me fait penser que tel truc de toi et tout. Tu fais bon, tu l'as pas créé consciemment, quoi. Ouais, c'est vrai. Pour poursuivre sur cette atmosphère, j'ai l'impression aussi que le lieu est quelque chose de très important pour toi. Je pense à Belleville Story, donc qui se passe dans le quartier de Belleville, mais aussi à Rictus, Ogre aussi, bien sûr, qui se passe dans la campagne. Tu as évoqué ton enfance. Mais je reviens un peu sur Rictus, où je trouve qu'il y a une direction artistique qui est très travaillée justement pour créer un univers dystopique, ce qui n'est pas si évident. Donc je contextualise un peu pour ceux qui n'auraient pas vu la série. C'est un monde où le rire est banni, en fait, et remplacé par une sorte de rictus pour quand on ressent une émotion. Donc c'est un monde assez déshumanisé, je vais arriver à le dire. Comment est-ce qu'on crée un tel lieu ? Est-ce que toi, tu pars du décor et du lieu pour justement commencer à créer une œuvre ? Alors ça, c'est intéressant parce que justement, Rictus, donc, qui était une série qui était diffusée sur OCS l'an dernier, si je me trompe pas. C'est ça. Originellement, ça vient d'un désir, juste après que j'ai fait Dans leur peau, justement, avec Fred Testo. Dans leur peau, c'est un court-métrage, mon premier court-métrage, et qui avait été diffusé sur France 2, et qui avait bien marché dans les festivals, et ça avait posé un peu un truc, et surtout ma relation avec Fred Testo. Et en 2 mots, c'était l'histoire d'un gars qui était un petit livreur et qui arrive chez quelqu'un, et qui, bref, s'empale sur l'objet qu'il livrait, plutôt la personne à qui il livrait l'objet meurt dans des circonstances totalement absurdes, et Fred décide de rester chez lui. Et il reste chez lui, et il pousse la logique jusqu'à aller au bureau du mec le lundi matin. Et là, le twist et l'idée et l'envie du film, c'est que personne ne se rend compte, en fait, que c'est pas le mec. Et voilà. Et donc ce truc-là, en fait, était né, pareil pour la petite histoire, d'une situation que j'avais vécue moi à l'Express quand j'avais décidé que j'avais démissionné, où en fait mon remplaçant est arrivé et en fait commençait à parler à mes copains et tout, et j'avais l'impression que je les regardais là, mais que c'était lui, que c'était moi, et que
tout le monde était interchangeable. Pourquoi je parle de ça ? Parce que c'était un monde absurde que moi j'avais beaucoup aimé fabriquer et que derrière, très vite, j'avais eu cette idée-là de monde sans rire. Et donc, où un gars est dans un monde où le rire est interdit et tout d'un coup, en fait, sans le vouloir, il fait rire sa collègue. Et j'avais donc signé avec une grosse maison de production ce projet de long métrage qui finalement a été abandonné parce qu'on m'avait dit mais ça te fait rire toi non, moi nous ça ne fait pas trop rire. Enfin moi c'était vrai, mais j'avais rien fait encore. C'est assez ironique du coup. C'était super compliqué comme positionnement et tout ça machin voilà. Et donc le truc est tombé un petit peu dans les oubliettes. Et puis donc il y a 2 ans, je me dis tiens j'ai envie d'en refaire une. Donc j'en parle avec ma compagne et ma co-scénariste Marion Festraès. Et puis en même temps on se dit mais ça serait bien de cette idée-là d'en faire une série parce que entre temps en fait le monde des séries avait explosé évidemment. Et puis nous on avait fait des séries déjà. On avait fait Moloch et on avait fait Chef sur France 2 et Moloch sur Arte. Et on se dit il faudrait faire ça. Et hasard absolu, une semaine après, Fred Testo m'appelle en me disant j'ai repensé à ton projet et tout, que tu avais commencé à écrire après dans leur peau, c'est incroyable, il faudrait qu'on le fasse en série. Je lui dis bah écoute c'est fou parce que voilà. Et on s'est reconnectés, on a fait ça. Et pour la petite histoire, donc il a fait ce rôle-là. Et la fille qui fait rire donc, est Ophélia Kolb, qui était sa compagne aussi dans le court-métrage. Tout à fait. On va revenir sur Fred et Ophélia tout à l'heure. D'accord. Et pour répondre à ta question, parce qu'on est là pour ça, et tu me parlais du lieu, de l'univers et tout, machin. Ouais. En fait, quand on a écrit la série, du coup, avec Marion, on n'avait pas de lieu précis. On avait une direction artistique générale qu'on voulait très pop, très société bienveillante avec des petits chatons au mur, avec tout le monde est gentil, se parle bien, on a des petits pulls de couleurs vives et tout le monde tout le monde est vraiment tellement gentil puisqu'on est dans le monde de l'entreprise, de la bienveillance, des cupcakes à la maison et tout, un monde ridicule dans lequel on habite un petit peu parfois. Et du coup, après ce truc-là, c'est fracassé, entre guillemets, pas fracassé, mais en tout cas cogné aux questions matérielles, c'est-à-dire avec quel argent on fabrique ça et tout ça. Et moi, j'avais dit, évidemment, il est hors de question de faire une série OCS signature, parce que je les adore, mais il n'y a pas les moyens pour faire ça. Et donc, les seuls qui nous ont dit oui avec un grand enthousiasme, c'est OCS signature. Je dis, bah évidemment, faisons-le. Enfin, du coup, tous tes principes s'effondrent. Et aucun problème. Aucun problème. Et il se trouve, donc, on commence à se dire, mais parce qu'il y avait pas mal de décors en plus, on se dit, mais comment on va fabriquer ça à faire... Avec un budget si 26 petit, minutes en 2 jours, là. Enfin, voilà, enfin, c'était du 9 x 26, je crois. Ouais. Et je crois qu'on faisait un 26 minutes en 2 jours et demi, je sais plus. Je sais plus, je dis peut-être des bêtises, mais on est dans ce registre-là. Bon, ce qui est un rythme infernal. Avec pas d'argent, en fait, pour fabriquer les décors, vraiment, et tout ça. Et il se trouve comme on lance quand même la prépa et tout, et un repéreur, nous amène donc dans ce décor, donc, qui est en fait le CEA, le Centre d'énergie atomique, à Saclay, donc sur le plateau là, et qui est une ville en fait. Je veux dire privée, non, parce que c'est public, mais en tout cas une ville isolée, qui est même protégée par des militaires et des agents de sécurité, où il y a beaucoup de chercheurs qui bossent là-dedans. Et en fait, il se trouve depuis quelques années, ils sont assez ouverts à faire venir des tournages. Et du coup, on arrive là-dedans, et on voit donc, il y avait, je ne sais pas si tu te rappelles, mais l'espèce de grand centre et tout, une immense tour comme ça. Ça, c'est une pile atomique, en fait. Ah, d'accord. Ouais, c'est un réacteur nucléaire, tu vois, pour faire des essais, machin, qui est évidemment abandonné, tu vois, mais... Et là, on rencontre en fait un monde, c'est-à-dire, et qui correspondait à des envies qu'on avait, c'est-à-dire que même les rues et tout, elles sont assez un peu Allemagne de l'Est, c'est un peu brutaliste. Oui, les maisons sont très particulières. Voilà, plus, tout est très très singulier, et c'est surtout un univers clos qui est un petit peu comme dans Le Prisonnier, quoi. Et donc on se retrouve à ça. Et donc du coup, en fait, on fait presque le contraire du sens de ta question, c'est que on se dit, on va réécrire en fonction des lieux qu'il y a là. Ah là, il y a un souterrain. Ah ok, là il y a une salle de spectacle. Donc du coup, on va mettre cette scène-là de fin de série dans cette salle de spectacle. Là, il y a telle rue, évidemment qu'on va faire cette scène-là à ce moment-là. Là, il y a un terrain, machin. Ah bah, il pourrait faire en fait du foot bulle avec des bulles plutôt que de faire du trampoline. Bon, bref. Et en fait, du coup, on s'est réadapté au réel et aux contraintes de décor et qui rendaient possible financièrement la fabrication de la série à l'écriture. Voilà, donc on a, en fait, et moi j'aime beaucoup ça aussi de toujours être dans un truc un peu plastique, c'est-à-dire de dire ok, bah on va se servir de ça, comme on n'a pas l'argent, et bah tiens, on va utiliser ça, cette scène-là, on va totalement la changer. C'est ce qu'on fait souvent d'ordinaire quand on adapte, hein. Mais là, quand on a vraiment des questions radicales matériellement parlant, on a vraiment intérêt à être pas trop mauvais là-dessus pour que on ait quand même un gain visuel et que ça marche quoi à l'image. Mais c'est très réussi. Je me demandais d'ailleurs où était ce lieu parce que c'est vrai qu'il a un cachet tellement particulier que. Ah ouais, bah c'est le CEA. Vous pouvez aller le visiter tous les jours. Venez en famille et tout. Non, c'est une blague. C'est totalement fermé. Il faut s'inscrire. Il faut avoir sa carte d'identité. Il faut avoir une bonne raison d'y entrer. En tout cas, on peut aller y tourner si on. Tout à fait. Les réalisateurs. On était très très bien accueillis d'ailleurs. Et ouais.
Et justement, tu évoquais ta compagne qui est ta co-scénariste. Je travaille moi-même avec ma compagne qui est scénariste-réalisatrice. Ça fait quoi de travailler en couple? C'est compliqué ou pas? Je sais qu'on a toujours beaucoup d'a priori de l'extérieur par rapport à nous, mais... En général, c'est un état de sidération des gens qui nous parlent. Oui, et je partage avec toi. Comment faites-vous déjà que la vie ordinaire, elle n'est pas toujours facile, c'est normal, hein, c'est la vie. Et non, ça se passe très bien. Après, on peut avoir d'abord des désaccords, on peut avoir des oppositions ou des agacements, comme tout type de coécriture, mais pour le coup, on a aussi une complicité, une convergence aussi quand même sur des modes de fonctionnement ou sur des inspirations ou sur des logiques. Et parfois, je pense à un côté un petit peu aussi Dalton, quoi. C'est-à-dire, on commence une phrase, l'autre la finit. Et donc voilà. Après, je pense que c'est aussi un truc d'équilibre. Et c'est vrai que nous, depuis quelques années, on rééquilibre un peu. Aussi, elle fait des projets de son côté, moi, des projets de mon côté. Ce qui, je pense, libère pas mal quand, justement, on écrit ensemble. Parce qu'on sait aussi qu'on a chacun nos choses à côté. Et voilà. Donc, non, globalement, ça se passe bien. On est ravis, en tout cas. Comme quoi, c'est possible, hein, tu vois. Je suis content de rencontrer quelqu'un d'autre qui le fait. Après, je te dirais vraiment off, tu vois, tout ce qui se passe et tout ça, bien sûr. Mais... Ok, je coupe tout de suite et on revient. Avec une ambiance un peu différente après. Alors, je vais repartir sur complètement autre chose, mais à ton avis, comment se définit le style d'un cinéaste et comment est-ce que tu définirais le tien? Tu m'as pas déjà posé la question? Non, je rigole. Pas tout à fait, mais... Comment se définit le style d'un cinéaste? Mais c'est pareil, je pense qu'il y a autant de réponses, parce qu'il y a des... C'est peut-être ça la réponse, d'ailleurs. Non, mais il y a des choses qui sont évidentes, tu vois. Entre Quentin Dupieux, qui c'est extrêmement clair et presque balisé, même, j'ai envie de dire, et évident à la fois dans le mood, dans l'inspiration, dans les typologies de films. Et à la fois d'autres cinéastes, je sais pas comment tu définis le style de Jean-Paul Rapneau, tu vois. Enfin, donc en fait, moi j'ai l'impression que c'est l'addition des choix et des films qui racontent quelque chose. Tu vois, quand tu définis le style de Clint Eastwood, ouais, c'est compliqué, hyper éclectique. Ouais. À part que humaniste. Humaniste, on va dire, peut-être. Ouais, je sais pas, humaniste qui votait George Bush, ouais, peut-être. Ouais, je sais pas. Humaniste avec un gros flingue. Ouais, c'est ça, un humaniste avec un gros flingue, voilà, c'est ça. Après, je crois qu'il y a je sais pas, je suis allé voir hier le dernier film d'Andrea Arnold, Bird. Donc, typiquement, là, il y a des choses qui sautent aux yeux, quoi, sur la façon de filmer, sur une forme de proximité avec les corps, sur une poésie, sur une espèce de mood flottant, sur une espèce d'entre-deux-mondes. Il y a des choses qui sont... si on prend un cinéaste après l'autre, on va se dire, ah oui, là, quand même, ouais, il y en a quelques-uns, on se dit, ouais, c'est intéressant. Et c'est paradoxal. Et à la fois, quelqu'un comme Soderbergh, par exemple, je pense, lui, sa singularité, c'est qu'il est trop fort, quoi. Donc, en fait, chaque fois qu'il rentre dans un genre... Mon style, c'est d'être trop fort. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est vrai, en plus. C'est ça. Il peut tout faire. Il fait tout très différemment. Et, tout budget, d'ailleurs. Tout budget, très fort. Oui, je pensais à ça parce que je suis un gros fan de The Nick. Ah ouais, génial. Donc, pour répondre là, je vais redire ce que j'ai déjà dit, mais j'ai l'impression que c'est l'accumulation de ses choix et de ses obsessions. C'est-à-dire, ses obsessions, c'est vraiment les sujets, de quoi tu parles, et de ses choix, c'est comment tu en parles. Je vois pas de définition plus... Je sais pas si c'est plus juste, mais en tout cas plus large, plus compréhensible et que ça. Appliqué à toi, du coup, c'est quoi tes obsessions qui s'accumulent et qui font ton style? J'en sais rien du tout. Je crois que c'est pas... C'est vrai que c'est dur de le dire soi-même, en fait. Hein, non, peut-être un truc de jamais aller complètement dans quelque chose et de mixer les trucs et d'être toujours une espèce d'entre-deux, que je disais tout à l'heure sur le décalage ou sur le raté ou sur peut-être le mélange en fait des choses et des trucs. On peut dire oui, mais ça, est-ce que c'est suffisamment comédie ou suffisamment drama ou suffisamment émouvant ou est-ce que ça fait suffisamment peur ou pas du tout. Et je suis souvent dans ce genre de trucs là, mais ce qui par réaction d'ailleurs me donne plus envie maintenant d'être dans des choses plus radicales et plus simples. C'est-à-dire dans les projets que je travaille maintenant, j'ai aussi ce désir d'être dans... Si, par exemple, il y avait une chose qu'on m'a reproché quand même pas mal, et moi que j'aimais beaucoup, qui était justement une forme de langueur et de contemplatif, ou sur des choses, même par exemple dans ma série Moloch, il y avait ce désir-là. Il y avait ce désir-là, en fait. Et je sais que beaucoup de gens aussi qui l'ont vu ont aimé ça, et beaucoup... J'en fais partie. Merci. J'aime beaucoup ce cinéma-là, et je trouvais que c'était très réussi par rapport à... On parlait des questions d'atmosphère, et pour le coup, là, il y en avait une vraiment très prégnante, qui contribuait beaucoup à la narration, d'ailleurs, je trouve. Oui, bien sûr. Donc, il y a ce truc-là, oui, où après... et peut-être une forme aussi de désir... je sais pas si c'est d'esthétiser, mais en tout cas de chercher aussi des choses
même si ça fait un peu tarte à la crème, mais de vraiment recomposer un monde, en fait. Et je pense qu'en fait, quasiment dans tous les films que j'ai faits, il y avait un peu ce truc-là. De recomposer un monde, que tu vois, de Dans leur peau jusqu'à Rictus en passant par Moloch. C'est assez ça, en fait. Ouais. C'est intéressant que tu me poses la question. Je suis content d'être allé chez le psy, là, c'est bien. C'est gratuit en plus. C'est pas terminé. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'un invité me dit qu'on devrait installer une banquette ou un divan et je vais me tourner dos à vous. Quel est ton rapport aux références, du coup? Parce que je vais partir d'Almodovar qui dit toujours il faut pas hésiter à voler aux autres cinéastes du moment qu'on se fait pas prendre. Qu'est-ce que t'en penses? Et en quoi les références ont construit ton identité de réalisateur? Typiquement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je suis pas constitué cinéphiliquement depuis très très longtemps. Enfin, je suis un cinéphile. Pour le coup, j'ai été vraiment un cinéphile très très fort, mais sur le tard. C'est-à-dire sur le tard, je parle de à partir de 22 ans, dans ces eaux-là, en fait, quand je suis venu à Paris, quasiment, quoi. J'avais vu évidemment des films, je n'étais pas un débile dans ma cabane, mais vraiment, quand je suis arrivé à Paris, où j'ai dévoré les choses, où j'ai passé des jours et des nuits, j'avais envie de dire, justement, l'Action Christine, au Grand Action, machin, d'aller voir des films noirs, d'aller voir des westerns, enfin, une cinéphilie classique pour le coup, et aussi tout le cinéma des années 90 que j'ai vu aussi, moi, du coup, en salle. Et je pense à Fincher notamment, ou des choses comme ça. Donc il se passait, ou Amenabar, ou des choses comme ça. Il se passait vraiment des choses intéressantes aussi dans ces moments-là. Donc j'ai l'impression que c'est l'addition de toutes ces choses-là qui font des trucs dans ta rétine ou dans ta tête, qui font que tu as tel type d'envie ou tel autre. Et pour prendre un exemple vraiment, pour reparler de Polanski, sur l'inquiétante étrangeté, la bizarrerie assumée, des décalages. Et je pense que Dans leur peau, par exemple, c'était très dans ce truc-là, en fait. Un peu comme Le locataire, quoi. J'allais parler du locataire, justement. Exactement. Et ça, il y a quelque chose que je crois que j'ai pas encore réussi à faire comme je voudrais vraiment, mais d'être dans justement ce décalage absurde, violent et poétique du réel, comme dans Le locataire qui mène jusqu'au fantastique. Je trouve que ça, c'est extrêmement puissant, en fait. Et c'est ce genre de choses que j'aime énormément. C'est pour ça que je parlais d'Amenabar aussi, où il y a un peu j'aime beaucoup, un peu ça, ouais. C'est vrai dans Ouvre les yeux, beaucoup. Bien sûr. Cette espèce de glissement progressif, mi-onirique, enfin, on ne sait pas exactement où on se situe, mi-fantastique, c'est très fort. C'est dur à faire. C'est très très dur, c'est très très dur. Et j'étais pareil, enfin, si on parle de référence, j'ai découvert avant-hier le film de Michael Mann qui s'appelle Thief, qui s'appelle Le Solitaire en français, je crois, avec James Caan. Je suis pas sûr de l'avoir vu celui-là, mais personne l'a vu, j'ai l'impression. Enfin, personne l'a vu. C'est fou. Et là, il est en salle. Il est en salle au Champeau. Et je venais de revoir très peu de temps avant Le Dernier des Mohicans, que j'avais vu 40 fois déjà, mais je l'avais vu pour la première fois en salle. Et là, je vois le gars qui travaille et qui est un metteur en scène absolument démentiel. C'est-à-dire que si on réussit à se sortir comme spectateur un tout petit peu du récit et d'essayer de regarder comment il attrape chaque séquence, on prend une leçon à chaque fois, en fait. Et à chaque fois, il se passe quelque chose de singulier, en fait, de nouveau. Et à chaque fois, il y a une place de caméra et un choix de focale et un truc. Ça fait technique, c'est pas du tout technique, en fait. C'est vraiment juste, ok, d'accord, là, il y a un gars qui arrive dans un parking et qui dit bonjour à 40 personnes. Tu vois personne. Il vient juste vers la caméra et il y a un équilibre dans le plan et dans la dynamique et tout. Et c'est absolument démentiel. Et voilà. Et Michael Mann, c'est vrai que justement, il peut passer dans plein de genres différents. Il y a toujours cette. Je dis pas que tous ses films se ressemblent, mais il a ce talent-là de pur metteur en scène, d'organisateur du monde, quoi. Et pour le coup, presque plus que de référent, en fait, c'est quand on voit des films comme ça, je dis. On se rappelle pourquoi un peu on est excité par faire ça. On se dit, ah mais oui, putain, ça, ah mais oui, mais il faudrait que je tente ça, ou faudrait que je... Ça redonne foi dans le cinéma. Ça donne du désir. Au-delà de sujets qu'on aurait envie de traiter ou de personnages qu'on a envie de traiter, ça donne envie de raconter avec l'outil aussi. Ouais. On va passer à une question très pratique. Je pense qu'elle va intéresser pas mal de réalisateurs et de réalisatrices. Comment est-ce que tu gères l'attente entre deux projets ? Et notamment la frustration de ne pas pouvoir exercer son métier tout le temps, parce qu'on est quand même dépendant de beaucoup de choses. J'ai pas l'impression d'être dans l'attente, moi, parce que en fait, j'écris mes projets. Donc en fait, moi, j'ai pas l'impression de pas faire mon travail quand je tourne pas. C'est-à-dire que après, au bout d'un moment, si, c'est mon agent qui se fout de ma gueule tout le temps. Et t'es pas content quand tu tournes et t'es pas content quand tu tournes pas, tu vois. Qu'on salue à cette occasion. Voilà. Christophe Le Danois, bonjour. Non, mais c'est que. En fait, je pense que c'est des trucs de tempo. C'est-à-dire, si ça dure trop longtemps, ouais, ça va pas. Il y a un truc d'un besoin de retour. Et aussi un truc de besoin de retour, de sortir de sa chambre ou de son bureau et d'interagir avec des équipes et d'être dans le réel, en fait. Et c'est vachement structurant aussi, ça. Parce qu'il y a un moment, on est quand même un peu tout seul dans son slip et
et on raconte des histoires. On est peut-être les seuls à y croire d'ailleurs. Souvent c'est ça, hein. En tout cas au début. Oui, En tout cas c'est vrai. En tout cas au début. Et du coup, il y a un moment, il y a un truc de déréalisation presque. On se dit, ouais, ok, on est en train de faire sa petite poésie dans son coin. Et puis, comme c'est une industrie et comme c'est normal et comme aussi on doit parfois faire des choses pas bien, il y a des choses qui se font pas. Et donc, il faut toujours réussir à trouver la foi. Je crois que c'est plus dur que l'attente finalement. C'est le... Non, moi, ce avec quoi j'ai le plus de mal, c'est quand je n'arrive pas à monter un projet qui me tient à cœur et que je trouve ça injuste. Syndrome du Calimero un peu. C'est-à-dire, je ne dis pas que tous les trucs que je fais doivent exister, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Mais parfois, tu dis, comme c'est pas normal, quoi. C'est ça, ce truc-là est vraiment, vraiment bien. Ça a sa place dans l'industrie. Et puis, pour une raison ou pour une autre, tu ne sais pas, ce truc-là ne se fait pas. Il y a un autre qui se fera, pour lequel tu as peut-être moins d'engagement, d'ailleurs, bizarrement. Et du coup, voilà, ça, et voilà. Et moi, j'ai 1 ou 2 projets comme ça, surtout un. Je ne comprends pas. Et pareil, je crois en revanche qu'il ne faut pas du tout baisser les bras et de se dire que même si la vie avance, elle reste longue. Et je veux dire, il n'y a jamais un projet qui est mort pour toujours. Je ne crois pas à ça. Je prenais l'exemple de Rictus, là. Typiquement, au moment où cette boîte de prod, donc c'était Gaumont d'ailleurs, pour ne pas la nommer, tue le projet, quoi. Voilà, ça aurait été mon premier film et machin. Peut-être que je n'étais pas armé pour et tout. Hein. Ça, c'est encore une autre histoire, mais peu importe. J'ai dit, c'est fini, en fait. Et le truc, 10 ans après, ou 12 ans après, ressort sous une autre forme, parce que je le réactive aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que le truc qui est finalement, que tu n'as pas fait, qui est dans ton placard, il est dans ton placard, peut-être parce que tu le veux bien aussi. En tout cas, il ne faut pas oublier de le ressortir. Et que son temps n'était peut-être pas arrivé. Ouais, parce que là, il y avait une sorte d'alignement des planètes, puisque Fred t'appelle comme par hasard. Ouais, mais il m'appelle, mais en même temps, c'est pas. Il se trouve qu'aussi, on trouve un partenaire qui est OK pour aller dessus. Et des enthousiasmes et toute une bande de comédiens qui viennent, pour le coup, des gens incroyables, Youssef Hadji, Pascal Demolon, donc Fred Testo, Anne Charrier, Eddie Leduc, Ophélia Kolb, plein de gens, Guédré et Pierre-Emmanuel Barré, plein de gens qui sont venus comme ça. Au tarif syndical, hein, voilà, ils viennent pas pour devenir riches. Signature, quoi. Non, mais voilà, et puis c'est super comme ça. Mais donc voilà, et du coup, cette chose-là existe. Et elle existe parce que des fois, il faut pas avoir peur de relancer et retravailler des projets qu'on croyait morts, mais non. J'aime cette note d'espoir, comme ça. C'était la dernière. On lâche pas. C'était pas la dernière question, mais ça aurait pu. Non. On la reposera à la fin. Ouais, c'est ça. Alors, une question que j'avais demandé de préparer. Est-ce que tu peux nous décrire un moment de mise en scène ? J'ai oublié complètement de préparer. C'est bien. C'est super, parce que du coup, je vais te les poser et tu les auras pas préparés. Ah merde. Est-ce que tu peux nous décrire, tu l'as déjà fait à plusieurs reprises, mais un moment de mise en scène qui t'aurait marqué dans un film et que tu nous recommanderais, un plan, une séquence, une performance d'acteur, ce que tu veux. J'aurais dû préparer ça parce qu'il y a tellement de trucs incroyables qui m'ont marqué. Peut-être le premier qui te vient à l'esprit. Qu'est-ce qui me vient ? Ah non, alors c'est pas un moment. Alors c'est horrible, là je réponds à côté, mais en fait pas vraiment. C'est en fait quand je me suis rendu compte en regardant un film qui s'appelle Baccalauréat de Christian Mungiu. Et je regarde le film et moi j'étais chopé tout de suite par ce film. Hein. En gros, pour ceux qui connaissent pas ou peu, c'est dans la Roumanie des années 80, l'histoire d'un docteur qui a une vie un peu comme ça, qui trompe sa femme, qui est un peu malade en plus, et qui a sa fille qui va passer le bac, et elle est censée partir aux États-Unis après avoir son bac. C'est une brillante élève, et il se trouve qu'elle est agressée, et que du coup, elle est plus en mesure vraiment de bien travailler à son épreuve du bac, et du coup, lui rentre dans un système en fait c'est quelqu'un d'intègre, mais en fait, il va commencer à essayer de corrompre toute une ligne de gens qui vont en corrompre d'autres et tout. Et ça raconte évidemment le système de corruption presque mentale, en fait, dans cette Roumanie des années 80. Et en fait, et là, je veux parler de mise en scène, je me suis rendu compte au bout d'un moment, en fait, du film, que le film était écrit et filmé exclusivement en plan séquence. Chaque séquence est un plan. Et la façon, et c'est ça que j'aime, parce que je déteste le plan séquence qui se la raconte, qui tourne dans tous les sens et qui est démonstratif, quoi, genre tour de force, je fais du cinéma. Exactement. C'est toi qui as parlé d'Athéna, c'est pas moi, mais non, mais qui est brillant techniquement. Je vais finir par avoir des problèmes, moi. Qui est brillant techniquement, mais tu vois ce dont on parle, quoi. Ouais. Et c'est-à-dire que c'est une autre approche. Et là, en fait, et du coup, ça donne envie de prendre une équipe, une caméra et d'essayer de comprendre et de travailler pour ça. C'est-à-dire que là, la mise en scène est faite par l'intelligence d'écriture. La séquence est sortie par l'intelligence d'écriture et de mise en scène du réalisateur, qui est que le plan se déroule et que les comédiens, ce sont eux qui vont faire le plan en s'approchant du cadre,
que le off va être tenu, et du coup, ça devient intriguant et devient intéressant, et ça a du sens qu'il le soit, et qu'il va y avoir un mouvement de caméra qui va découvrir autre chose, et après un comédien qui rentre dans le champ. Et en fait, je vous invite vraiment à voir et revoir ce film, parce que pour moi, c'est vraiment une leçon de mise en scène, quoi. Et ça, voilà, ça m'a marqué. Je suis d'accord, et je suis très content que tu parles de ce film, parce que je trouve qu'il n'est pas assez connu et alors, reconnu, mais oui, alors merci, que c'est oui. vraiment un chef-d'œuvre. Hein. Moi, j'avais pris une claque, Mais là, vraiment, mais pour la même Il est raison pas que toi, en très fait. connu, hein, Je m'étais c'est dit, pas cette un mise film en qui scène fait- est pas démonstrative, mais qu'est-ce qu'elle est brillante. Mais Elle c'est est ça. hyper fine et Ouais, tout. ouais, c'est ça. Et tu vois, son film d'avant, donc le film sur l'avortement, est connu aussi à cause du sujet et tout ça, mais celui-ci, je trouve qu'il est il est passé un peu sous les radars. Ouais, quoi. c'est vrai. Alors, je le trouve meilleur, tu vois, que Ouais, bien sûr, celui tout à d'avant. fait. Ouais, moi aussi. Alors, on en a un petit peu parlé, mais je reviens à l'attaque. Est-ce qu'un film, pour toi, doit obligatoirement être personnel pour être réussi? En fait, je vais le dire à l'envers. C'est quand un film n'est pas personnel qu'il est raté. C'est une très bonne réponse. C'est-à-dire quoi qui serait pas personnel? C'est-à-dire que des gens s'engagent dans un projet pour des raisons soit de besoin, soit d'argent, soit de service, soit ils se posent pas la question, et qu'ils fabriquent ça comme des patates, et que peut-être des fois ça peut marcher et c'est super, et puis voilà. Mais et encore une fois, pour le coup, la personnelle, ça veut pas dire auteur ou blockbuster, hein. C'est un truc d'engagement absolu sur le fond, sur la forme et sur l'énergie. Donc en fait, oui, voilà, je peux pas dire mieux que c'est ça. Si c'est pas personnel, ça se voit, et c'est pas bien. Et si c'est pas personnel pour des raisons qui sont liées à l'industrie, oui, ça se voit très très fort, et forcément c'est du jus médiocre, quoi. Et dans cette lignée, selon toi, c'est quoi la plus grande qualité que peut posséder un réalisateur? La lucidité, je dirais. C'est-à-dire de réussir à maintenir contre vents et marées, contre les questions matérielles, humaines, les circonstances, les affects, les imprévus, les Garder le cap, tornades, Ouais. de garder une forme de lucidité, et si possible de la joie qui va avec. Mais bon, ça C'est plus compliqué c'est des plus fois. compliqué des fois. Mais ouais, une forme de lucidité, en fait, de réussir à... Parce qu'en fait, c'est ce qui est passionnant et très compliqué dans le métier, c'est de réussir à être à la fois dans la gestion quand même des contraintes de l'humain, des équipes, à la fois des équipes techniques, artistiques, des comédiens, des échanges, un truc, et à la fois de rester dans son espèce de petite bulle poétique, entre guillemets, pour pas perdre le cap de ce qu'on veut faire. Et qu'il y a toi seul qui le sais en vrai. C'est vrai. Et c'est pas évident d'être partagé entre les deux. Non, c'est le grand truc. Mais c'est quasiment c'est une position schizo, en fait. C'est-à-dire complètement. qu'on doit... Et moi, très souvent, je me fais cette réflexion-là, d'être dans une discussion avec un comédien ou avec un collaborateur, quel qu'il soit, en essayant de donner... Alors, les gens qui bossent avec moi, ils vont se marrer peut-être, parce que des fois, ils disent que je fais la gueule et je grogne et tout ça. Donc, mais j'essaie quand même voilà, d'être dans le plutôt... aussi décontracté que je peux, même si parfois on est tendu, mais voilà. Et qu'en fait, je pense à autre chose. Je pense au truc, attends, est-ce que la scène, elle est vraiment juste comme ça, ou est-ce que c'est machin? Parce qu'on est forcément dans notre petit vélo, quoi. Donc c'est ça, c'est d'essayer de garder cette lucidité-là. Et de cette lucidité-là, en fait, il y a plein de choses qui dépendent de ça. Ou plutôt, la lucidité, elle est construite par une espèce de forme physique, d'enthousiasme, d'envie aussi de partager avec les autres. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est un truc d'autiste, pas du tout. Mais c'est vraiment et la lucidité, c'est ce qui peut nous aider à pas trop nous tromper, en fait, dans à chaque fois les choix. C'est-à-dire les choix de caméra, ou les choix de direction d'acteur, ou les choix de... C'est ça. On va parler plus en détail de tout ça, choix de caméra, direction d'acteur après. Et à quel point tu penses au public lors de la création d'un film? Alors, je dirais de plus en plus. Je dirais avant pas du tout. Mais vraiment. Et je pense que c'est une erreur, parce que c'est un médium. Un médium, c'est fait pour donner à quelqu'un, enfin pour être partagé. Être partagé. C'est la nature même du truc. Et je pense qu'on a, au moins dans les premiers temps, un truc un peu onaniste, qui est de mettre en film des obsessions ou des envies, et où on ne pense pas forcément toujours à la position du spectateur et tout. Et de plus en plus, en fait, moi, je trouve que c'est intéressant. C'est-à-dire de se dire, ok, mais qu'est-ce que, même si moi je suis très content de ça, en fait, qu'est-ce que, a priori, le regardant va peut-être prendre de ça ou pas, et pourquoi je vais lui prendre 2 heures de son temps, et pourquoi, donc d'essayer de réfléchir plus à ça, et quand on est dans des sujets qui peuvent être un peu obsessionnels pour nous. Et justement, en fait, ça devient passionnant quand on commence à se dire, ok, ce truc-là est important pour moi, quand j'en parle un peu autour de moi, oui, c'est important, je pense notamment à un projet que j'ai qui est plus... radical et politique.
Et en fait, du coup, l'enjeu devient de se dire, non, mais c'est pas, les gens sont des cons de ne pas s'intéresser à ça. Ou ils devraient, parce que c'est une grande question de société. C'est comment, par justement le médium, je peux, moi, ramener ceux que ça n'intéresse pas. Et comment tu peux les Ah, y intéresser en fait. et donc, ça t'oblige à aller au cœur de mais qu'est-ce que je raconte en fait? Et pourquoi c'est un truc qui est humain? Et pourquoi c'est un truc qui peut toucher tous les humains? Moi, je considère qu'il n'y a pas de bons films, en tout cas à mes yeux, qui ne peuvent pas toucher quasiment tout le monde. C'est pas vrai. Après, des gens n'iront peut-être pas vers ce film-là pour des raisons d'emballage et parce qu'a priori, ce cinéma-là n'est pas pour eux, ou nanana, mais que fondamentalement, si on réussit à les amener vers ce film, si le film il est fabriqué dans les conditions qu'on dit là, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas partagé par un être humain normal avec deux yeux, deux bras d'une jambe, même s'il n'y en a pas. Mais Oui, tout est possible. Une question qui va être très intéressante au regard de ton parcours, parce que tu étais toi-même critique. Ouais. Je voudrais savoir quel est ton rapport à la critique maintenant, Ah, que tu es de l'autre côté. ouais. C'est marrant parce que, en fait, je sais exactement dans quoi ils sont. C'est-à-dire que je tu l'ai pourrais fait anticiper ce qu'ils Je vont l'ai dire. fait. Non, mais je l'ai fait. Je sais. Je sais dans quoi on est. Et je sais qu'on croit que nous aussi, on fait un peu une œuvre quand on est critique. Pas une œuvre, enfin, je veux dire, j'étais pas au cahier du cinéma dans les années 60, ça va. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que je perçois très très vite et très bien, c'est quand les gens sont dans une forme de radicalité, soit d'amour, soit de détestation. Et je perçois en fait l'idée et l'envie d'affirmer péremptoirement quelque chose, ou de faire un éclat, ou de se laisser emporter par le verbe, ou par une espèce d'outrance comme ça. Pour le plaisir de la parole, quoi, du Ouais, verbe. peut-être inconscient en plus. Et en fait, ça, je le vois, mais alors là, c'est très très clair pour moi. Je sais parce que je l'ai fait. Donc, avec mes petits moyens, mais je vois très bien. Et je vois même, et je sais même moi dans quelle situation j'ai été parfois, après avoir vu un film où je ne savais pas si j'avais aimé ou pas, et que ce qui commandait ce que tu allais dire sur le film était la formule Que tu avais trouvé. que tu allais trouver. Mm. C'est pas forcément hyper conscient au moment où tu le fais, mais avec le recul, je me rends compte de ça, en fait. Et un point de bascule quand tu écris le truc où tu peux quasi passer d'un côté ou de l'autre. Mais vraiment, c'est pas vrai pour tout, c'est pas vrai tout le temps. Et après, une fois dit ça, moi, sur les critiques que j'ai, où j'ai eu parfois des moments merveilleux de critiques, on a eu des trucs... Là, par exemple, récemment, là, sur Rectus, on a eu une couverture presse, mais démente, vraiment, du Figaro jusqu'à l'Humanité, de trucs à 95%, je dirais, très, très positifs, tout ça. Donc voilà, donc j'ai déjà eu des moments, et j'ai eu des moments beaucoup plus durs sur d'autres projets et tout. Moi, je pars du principe que j'ai absolument rien à dire. C'est chacun dit ce qu'il veut. En revanche, là où c'est quand certains arguments sont avancés, où là, moi, j'identifie que la personne est pas aimée, machin, c'est la liberté la plus absolue, absolument incritiquable. Il n'y a pas En revanche, quand on commence à rentrer vraiment dans le détail, expliquer et tout, machin, des fois tu dis, tu racontes n'importe quoi en fait. Et souvent maintenant j'ai ce truc-là, donc vu que je suis passé de l'autre côté de la barrière, t'es pas du bâtiment. Je veux dire, tu peux détester ou tu peux ne pas aimer, mais ne raconte pas ça, ça et ça, parce qu'en fait ça n'est pas structuré en fait. Tu sais pas ce que c'est que de faire des films. Mais une fois dit ça, jamais je vais soit envoyer un message ou prendre mon téléphone. Je sais qu'il y en a qui le font, mais C'est vrai, oui, ou il y en même a. engueuler à des gens que je crois, parce qu'évidemment on se connaît un peu les uns les autres et tout, et jamais parce qu'ils écrivent strictement ce qu'ils veulent. Mais de la même façon que les critiques peuvent critiquer les œuvres, je trouve intéressant aussi que les auteurs-réalisateurs, pas pour le faire forcément publiquement ou quoi, mais puissent avoir un retour critique. C'est-à-dire, c'est pas forcément genre on est vénère parce qu'on dit que c'est pas bien ce qu'on a fait ou je sais pas quoi. Non, c'est aussi que cette critique-là, elle est susceptible de discussion aussi et de débat. Et il y avait, dans les années 2000, il y avait une émission sur le câble qui s'appelait La critique des critiques. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. C'était Je connais de nom, mais j'en ai jamais Et le vu. truc était incroyable parce que, en fait, l'animateur invitait un réalisateur, donc en plateau, et il faisait défiler toutes les critiques. Et il réagissait aux critiques. Et en fait, c'était passionnant. Et les réactions étaient très inattendues. C'est hyper constructif. Et en ça, plus, comme des fois, ça provoquait des réflexions et un débat et tout. Des fois, ça provoquait de la colère ou de l'incompréhension et des détestations. Et moi, une fois, j'avais eu une de mes critiques qui était passée dans ce truc-là, où j'avais défoncé le film, en fait. Et c'était très marrant parce que c'était un film de Rodolphe Dajoux, je crois. S'il nous écoute. Hein. Non, mais et qui a fait d'autres trucs bien par ailleurs. La question n'est pas là. C'est juste que moi, j'avais pas du tout aimé. J'avais argumenté. Et donc, il y avait ça. Et il y avait une autre. Et il avait dit que j'ai rien à dire à ça parce que voilà, il trouve que c'est mal écrit, mal filmé, mal mis en scène, mal truc. Bon, bah voilà. Et il y avait une autre critique où quelqu'un lui avait dit oui, cette espèce de pseudo-copie d'Amélie Poulain, machin. Et donc, du coup, cette critique-là, en fait, elle allait un peu dégrader le gars sur
comme s'il copiait ou il prenait l'air du temps et tout. Et ça l'avait rendu fou, en fait, le gars. Ouais, je Donc comprends. c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des affects différents en fonction de comment sont argumentés et comment sont structurées les critiques. Et tu les lis donc du coup, les critiques, toujours? Ou tu essaies de t'en préserver, Non, justement? non, je les lis. Oui, non. Parce que je sais qu'il y a des collègues qui, justement, ne veulent surtout pas les voir. Ils ont été traumatisés par de mauvaises critiques et qu'après, Ouais, j'ai un ils camarade, demandent à des gens de les lire pour eux. J'ai un camarade réalisateur connu que je citerai pas qui m'a dit ça il y a pas très longtemps. Il m'a dit que c'était un traumatisme absolu pour lui tout le temps. Mais je comprends aussi. Hein, Non, je mais trouve ça très intéressant ce que tu suggères sur sortir de ce côté péremptoire et construire un dialogue, parce que c'est aussi ce qui... Enfin, la critique permet au cinéaste de s'améliorer des fois aussi. bien hein. sûr. Et C'est ça puis, qui est intéressant. en vrai, je veux dire, tout le monde n'est pas amoureux. Tout le monde. Qu'est-ce qu'on s'en fout? J'ai entendu dire là qu'apparemment, je crois que c'était au Cercle sur Canal, il y a plusieurs critiques qui ont descendu Bird. Donc le film dont on parlait tout à l'heure. Le film, il m'a fait halluciner. Je veux dire, il n'y a pas un truc critique que quelqu'un pourra dire au Cercle, dans le Triangle, dans le Carré, n'importe où ailleurs, qui va me faire changer mon point de vue sur le film. Et le film, il n'est pas donc dégradé parce que quelqu'un peut en dire. Donc en fait, c'est aussi des fois, les films et le spectateur, c'est des rencontres amicales et amoureuses. Bah oui, et puis tout d'un coup, c'est ça quand on sort d'un film, tu es avec des potes et puis tu sors, t'as été estomaqué et tu le dis et en face on dit mais non, c'était vraiment de la merde. Tu vois, et tu fais... C'est une violence. Hein. Moi, j'ai souvenir d'avoir vu avec un copain, je ne sais pas s'il s'en rappelle, c'est un copain réalisateur que je ne citerai pas pour ne pas l'embêter. Et on était allés voir ensemble Les Fils de l'Homme. C'était au Pâté Vepler, en français, tellement c'était Sony, je crois, la Fox, je ne sais plus, avait sorti le film n'importe comment, bref. Ouais, c'était une catastrophe. Et j'étais sorti du film, scotché. Et lui me regarde, mais quelle merde. Je lui fais, t'es sérieux là? Et bref, et donc, c'est pas grave. Il y a une impossibilité absolue à ce que tout le monde pense la même chose de tous les films. Et tant mieux d'ailleurs. Mais tant mieux, oui. C'est ce qui fait la diversité du cinéma. Mais bien sûr, Il y en a pour tout le monde. bien sûr. C'est quoi ton étape préférée de la création d'un film? J'allais dire toutes ou aucune quand c'est dur. C'est pour ça que des fois Arnaud est tendu sur ses plateaux, ne lui en voulez pas. Non, en plus ça va, attends. Allez pas croire que je suis... Non, tout va bien, mais... moi, il y a une étape que j'aime énormément, qui est l'étape de la terrasse de café avec un stylo, un calepin et une page blanche. Et il y a le monde qui tourne autour, et là tu commences à rentrer dans ton film, et tu commences à structurer le truc, et tu fais ça pendant des jours et des jours et des jours et des jours, et le truc commence à se noircir, et tu vis dans un monde parallèle en fait, et un monde de promesses qui est donc parfait, parce qu'il n'y a pas eu encore de rencontre avec ni l'industrie, ni tous les gens qui vont t'aider à fabriquer le film et tout ça. Ça, c'est un moment que je sais avec le recul que j'aime particulièrement ça. Ouais. C'est quoi pour toi le plus grand défi auquel les réalisateurs vont être confrontés à l'avenir? Ah putain, l'IA, bah de ouf. Bah c'est pas que les réalisateurs, hein, c'est le monde entier C'est tout déjà. le monde, ouais. Et là, j'écoutais encore un gars dans une émission et qui racontait que... Alors je sais plus qui, ça fait vraiment un mec qui raconte l'homme qui a vu l'ours là, mais que genre à horizon 2030, je sais pas quoi, l'IA sera 1 million de fois plus puissante que les 1 million de machins. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on expérimente là, ou ce que nous, citoyens lambda, ce qu'on peut entendre et percevoir aujourd'hui, est une intensité quasi zéro par rapport à ce qui va arriver. Donc en fait, dans nos métiers, en fait, c'est un truc qui est un blast en fait. Ouais, c'est un Alors, raz-de-marée, quoi. Ouais, alors qui est un blast dans lequel nous, nos générations, on va peut-être un tout petit poil passer à côté, mais derrière, non. Derrière, à partir du moment où tu feras pas la différence du tout. Et puis alors moi, je veux bien, tu vois, là, tous ceux qui s'engouffrent dans l'IA, qui nous racontent que mais non, un auteur sera toujours un auteur. Mais non, vas-y. C'est l'industrie, c'est l'argent qui raconte aussi les choses. Donc à partir du moment où l'industrie et l'argent, on va te dire, fais-moi un film entre David Lynch et les Tuches, tu vois, qui te le sort, tu vois. Enfin, je veux dire, et surtout, c'est un principe en plus de vol, déjà. Bien sûr. C'est quand même l'essentiel de la racine du truc, c'est ça. On a vite tendance à l'oublier d'ailleurs. Ben non, c'est du vol. Mais pour voler des choses, il faut qu'il y ait des choses qui aient été créées, qui aient été singulières. Qu'est-ce qui va se passer quand pendant 30 ans, on racontait des histoires exclusivement avec l'IA là. Ou même, enfin, moi j'avais participé, mais j'étais dans le public là, au débat à la SACD sur l'IA, où des intervenants étaient venus nous raconter que c'était un outil gentil, qui en fait, en vrai, savent très bien qu'ils sont des commerciaux, qui vendent quelque chose, très bien, mais qui sont comme nous en fait. Ils savent absolument pas vers quoi ça va aboutir. C'est des apprentis sorciers. Là, je suis en train de lire le Nexus là, d'Harari, tu sais, qui avait écrit Sapiens, là. Et donc qui est sur les réseaux et sur les réseaux depuis le début de l'humanité et donc sur l'IA.
Et il raconte un truc qui, pour moi, a résumé tout. En fait, il raconte ce que je ne savais pas, qui était Walt Disney, qui s'était inspiré d'un conte de Goethe, qui avait fait L'apprenti sorcier avec Mickey. Je ne sais pas si tu te rappelles, les ballets et tout ça. Machin, voilà. J'avais lu ça il y a quelques temps aussi. Voilà. Alors moi, j'avais pas lu Goethe, j'avais vu Walt Disney, quoi. C'est déjà bien. Du coup, c'était inspiré. Et en fait, et du coup, la morale, entre guillemets, ou plutôt le précipité de qu'est-ce que raconte ce conte, c'est ne libère pas un pouvoir que tu ne peux pas maîtriser. Et j'ai l'impression que dans l'IA, on est exactement au cœur de ça. Et là, ce gars racontait qu'à horizon 2050, 2000, je sais combien, machin, 99% de l'intelligence mondiale serait artificielle dans toute la production, dans tous les métiers, dans tous les... Voilà, qu'est-ce que tu fais avec ça ? Évidemment, toi ni moi, on a la réponse. Mais donc, pour répondre à ta question première sur nos métiers à nous, moi, ma position, en fait, elle est très radicale. C'est-à-dire que pour le temps qui me reste à travailler, je ne veux pas en entendre parler. Enfin, je ne veux pas en entendre parler. Je lis des choses, je veux comprendre ce qui se passe, machin. Je ne veux pas que ça rentre dans mon process de travail à aucun endroit que ce soit. Alors, c'est un peu radical, c'est toujours un peu faux. C'est-à-dire, il s'agit de juste si en post-prod, ton mixeur, il met tel putter, tel truc, machin. Ça se trouve, il y a un petit outil IA qui travaille pour aller plus vite pour faire... Ok, on reste sur des trucs techniques oui, à la marge. Oui, donc c'est un quoi. outil, en fait. Voilà. Quand tu me dis, à ce moment-là, va pas sur Facebook, va pas... Ok, d'accord. Mais on touche pas au process de création pur. Et j'ai plein de camarades, ou même des prods et tout, qui me disent, mais viens, teste les outils, tu sais, viens. N'aie pas peur. Un petit pacte faustien. Puis, je veux dire, les gars, c'est l'anneau de pouvoir. Ils ont trouvé l'anneau de pouvoir, les gars. Mets l'anneau à ton doigt, mais il y a des conséquences. Et moi, j'ai l'impression que, pour moi, en fait, les humains modernes, entre guillemets, c'est plus ceux qui réussissent à se structurer pour comprendre pourquoi ils vont dire non à ça, plutôt que ceux qui vont dire c'est moderne, c'est la technologie. Mais quoi, de quoi la technologie ? En quoi la technologie, elle est naturellement le chemin de l'humain, quoi ? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et puis avec toujours ces espèces de trucs complètement filandreux sur non, mais l'outil, ça dépend de ce que tu en fais. C'est du bullshit. La nature même de l'outil, elle va t'emmener quelque part. D'ailleurs, c'est pas un outil. C'est quelque chose qui va prendre ta place. C'est un substitut. C'est un concurrent, c'est un ennemi. Voilà, moi je pense ça. Après, j'espère que je me trompe, et je me trompe peut-être, et ce serait vraiment la première fois. C'est noté. En tout cas, on a une preuve maintenant. C'est clair. On pourra comparer d'ici quelques temps. Ouais, on sera tous morts, de toute façon. Oui, voilà. Après, on pourra voyager dans le temps, donc ça va. Bon, pour continuer à survivre via une IA, tu vois, c'est ça. Ouais. Ils vont uploader ta conscience. Et surtout, moi, je fais confiance à Terminator, toujours, tu vois. Franchement. Cameron, il a dit, je vous l'avais dit, les gars. Qu'est-ce que vous branlez ? N'empêche, c'est l'occasion de te dire, on fait jamais assez confiance. J'ai lu un post de Nicolas Saada, s'il nous écoute, j'aimerais bien l'inviter un jour, là-dessus, où il disait il faut faire confiance aux artistes, parce qu'il prend une interview qu'il a fait avec Lynch il y a quelques temps, je crois que c'était en 2000, où il prédisait les services de streaming, en fait. Et à l'époque, tout le monde se foutait de sa gueule en mode il a craqué Lynch, il a pété un boulard et tout. Et en fait, ce que décrit le mec, tu vois l'extrait de l'interview, c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui avec Netflix et les autres. En fait. Mais tu sais qu'il n'y avait pas que Lynch, hein. Oui. Tu sais que j'ai revu une interview de Jean-Claude Van Damme il y a 20 ans qui racontait ça, sur un plateau d'Ardisson. Il dit... On s'est bien foutu de sa gueule, mais tous les penseurs, tous les grands penseurs, ils nous avaient prévenus. De Jean-Claude Van Damme à David Lynch, il n'y a qu'un pas. Au-delà de ça, en effet, je ne suis pas un grand spécialiste de science-fiction, mais quand même, un certain nombre d'œuvres de science-fiction, les gars, en fait, passent leur talent, leur énergie, machin, à essayer de se projeter en fonction de ce qu'ils connaissent du monde, de ce qu'ils prédisent et de ce qu'ils sentent. Et ça marche, ça évolue. Je veux dire, là, c'est ça. Hein. Je veux dire, Sarah Connor et Terminator, chacun son camp, quoi. Chacun choisir son camp. Et du coup, je vais te poser ce que j'appelle la question du démon. Arnaud, hormis l'IA... Quelle est ta pire peur en tant que réalisateur ? De perdre le désir. Ça, c'est le truc le plus... Ne pas réussir à faire ses films, avoir des difficultés à les écrire, à les fabriquer, à les monter, être dans la bataille, en fait, ou même être dans le désespoir, toute proportion gardée, hein, qu'un projet ne se fasse pas et tout, ça peut être dur. Mais je pense que la chose la pire, c'est justement de ne plus avoir envie. Oui, parce qu'autant arrêter le métier, en ce cas. En fait. C'est la mort. Puis, Et puis si tu n'as plus ce désir-là... Alors, s'il est substitué par un autre désir, c'est pas un souci. Hein. On peut avoir envie de faire la pêche à la ligne. Hein. C'est pas grave. Hein. Dans une petite rivière ou dans l'Himalaya. Hein. Mais d'ailleurs, je sais pas si on pêche à la ligne dans l'Himalaya. Mais... Je sais pas. Mais non, la perte du désir, c'est un truc qui m'a toujours... que j'ai jamais eu, mais qui m'a... Ouais, qui peut tourner un peu autour de soi, et ça, c'est, je pense, ma pire peur.
Le moment où ça devient trop difficile et que finalement ça prend pas, peut-être aussi. Non, je pense, non, c'est que t'as plus envie. Plus viscéral, tu veux dire? Ouais, un un truc plus général en fait. Tu t'en fous, t'as plus envie de le faire. Voilà. Et ça, je pense que c'est très déstabilisant. À mon avis, il y a des réalisateurs qui sont passés par là déjà. Ouais. On va parler un peu d'écriture maintenant. Rapidement, c'est un podcast de mise en scène, mais l'écriture et la mise en scène sont beaucoup plus liées qu'on ne peut le croire. Et justement, on va parler de Belleville Story, parce que c'est quand même une histoire, c'est le cas de le dire, assez particulière, puisque c'est un unitaire que tu as tourné pour Arte, donc, et qui est sorti en BD, en même temps. Tout à fait. C'est pas le cas assez classique où on fait une adaptation, ou on adapte ensuite dans un sens ou dans l'autre. Là, j'ai cherché un petit peu, je pense qu'en fait, c'est un cas unique. Je vois pas quel autre cas de figure a pu être... voilà, parce que pour raconter un peu à ceux qui nous écoutent, c'est vraiment 2 projets qui se sont faits simultanément absolument, où le dessinateur n'avait pas de regard sur ce que moi je faisais en mise en scène, et où moi je ne regardais pas ce qu'il faisait. Alors j'avais regardé la première planche, et puis on s'était mis d'accord sur les personnages et tout ça, machin. Et il avait mon scénario, et c'est lui qui découpait, et c'est lui qui faisait. Et il se trouve que c'était en même temps que... Alors peut-être tu veux que je raconte l'origine du truc, de comment on se retrouvait dans cette situation-là, en fait. Et en fait, moi j'habitais Ménilmontant, et j'avais un atelier... pour bosser donc à Belleville, à côté du Café Chéri. Et je parle de ça parce que j'ai raconté une histoire qui se passait à Belleville, justement. Et c'était les années un peu traque des sans-papiers par Sarkozy, tout ça, machin. C'était un peu cette ambiance-là, quoi. Et puis je lis un article c'était dans Libé, je crois, qui racontait l'histoire d'un mec qui s'appelait Monsieur Zou et qui allait en Chine chercher des filles qui avaient été kidnappées. Et c'était en Chine, quoi. Et du coup, le mix entre ce truc-là où j'étais à Belleville, où je voyais des descentes de police, et ce truc-là de personnage que je trouvais extrêmement romanesque, Monsieur Zou qui vient chercher une fille et tout. Et du coup, moi, j'ai fait donc l'histoire d'un privé chinois qui débarque à Belleville pour aller récupérer une jeune fille. Et il a sur sa route une espèce de petit mec un peu Kaira, voilà. Et c'est l'histoire aussi de leur rencontre à eux deux, et le film se passe en une nuit. Et donc, ce film-là, je l'ai écrit tout seul, dans mon coin, de A à Z. J'avais commencé à l'écrire même, on fumait encore dans les cafés, c'est pour te dire. Ça commence à faire un petit moment. Et du coup, donc, je finis le scénario, et puis je me dis, voilà, maintenant j'ai fait ce scénario, du coup je vais faire un cinéma. Et puis j'ai commencé à l'envoyer à des producteurs. Il y en a qu'un qui m'a répondu, qui m'a fait un retour, et avec qui je vais travailler maintenant, d'ailleurs c'est assez rigolo, et pour me dire qu'il ne voyait pas trop ce que je voulais faire, voilà. Qui m'a rappelé après avoir vu le film, il m'a dit: j'ai compris ce que tu voulais faire, j'aurais dû venir le faire avec toi. Mais donc ça, c'était assez chouette. Et bref, et du coup, je me retrouve un truc, et en fait, tout le monde s'en fout. Enfin, je veux dire, voilà. Et du coup, je dis merde, moi j'ai un scénar de 90 pages, j'ai envie de faire un truc. Et il se trouve que moi, dans ma vie de journaliste, en fait, j'avais des connexions, parce que je faisais aussi des critiques bande dessinée, parfois et tout. Et donc j'avais des connexions avec des gens chez Dargaud. Et je me dis, je vais faire une bande dessinée. J'adore la bande dessinée, j'ai un médium que j'adore, et on va faire ça, quoi. Et donc, du coup, j'y suis allé, et ils m'ont dit banco. Et donc, j'avais un dessinateur. Et en fait, l'histoire, c'est que... Oui, c'est ça. Et en fait, au moment de Gérard Armé, il y a un conseiller de programme de Arte, Arnaud Jalbert, pour ne pas le nommer, qui vient me voir et qui me dit, t'as pas un truc à faire lire? Moi, je suis conseiller de programme chez Arte. Et je lui dis, ouais. Et donc, quelques mois après, je le rappelle, et je lui dis, ouais, j'ai un truc, c'est sur des sans-papiers, tout ça. Il me dit, les sans-papiers, on reçoit que ça et tout, machin. Je lui dis, ouais, non, c'est un film de genre, c'est un polar. Ah bon, envoie-le-moi. Je lui envoie, donc il le fait passer au comité de lecture et tout ça. 1 an se passe. Et donc, moi, je signe, alors c'est fini, quoi. Donc, et moi, je signe avec Dargaud. Et 1 semaine après que j'ai signé avec Dargaud, je reçois un coup de téléphone. Il t'appelle. Bonjour, c'est le secrétariat c'était François Sauvagnargues, qui était directeur de la fiction d'Arte. Monsieur Sauvagnargues désirait vous voir. Je dis, ok, je me doute un peu pourquoi, hein. Et pas pour me proposer des vacances, mais je me dis que c'est bizarre quand même, 1 an après, qu'est-ce qu'il veut me dire, là. Donc je vais le voir, et puis il me dit, voilà, on a lu votre scénario, comment vous voulez, racontez-nous ce que vous allez filmer, comment vous allez faire, c'est quoi votre film? Donc je lui raconte, on passe 1 heure ensemble, et puis après il me dit, c'est bon. Et je lui dis, mais c'est bon quoi? Il me dit, c'est bon, on fait le film. J'avais pas de producteur, hein. Ah ouais? Non. Ça, c'est inédit. Génial. Et donc je lui dis, mais c'est bon, c'est bon, d'accord. Il me dit, non, mais on va vous présenter des gens, vous présenter des producteurs, aucun problème, vous choisissez qui vous voulez, qui vous entendez bien, machin. Et donc il m'a fait rencontrer Laurent Lavolée, donc de chez Gloria Film, avec qui on a fait le film, et c'est avec lui que j'ai fait Ogre des années plus tard. Comme quoi. Voilà. C'est et dingue. donc, sauf que petit souci, c'est que moi il me dit c'est bon, mais moi j'ai déjà vendu le scénario à Dargaud. Et ouais, t'es déjà engagé de l'autre côté. Je suis engagé de l'autre côté.
Et là, moi, je suis liquéfié. Je dis, qu'est-ce qui se passe et tout. Là. Et donc, je sais pas si je lui dis au moment dans la réunion ou si je lui dis après à Sauvagnargues. Non, je crois que je lui ai dit sur le moment, en fait. Et je lui dis, bah oui, mais il y a ça et tout, j'ai signé. Il me dit, ah bon, ok, c'est quoi la bande dessinée? Ils s'en foutaient complètement. Il en avait rien. Et donc, je dis ça à Dargaud aussi. Ils me font, ah non, bah ouais, vas-y, très bien, bon vent. Enfin, donc voilà, donc j'ai vendu 2 fois le projet. Bah écoute, parfait. Et voilà. Et donc, et c'est pour ça aussi que, donc après, moi, très vite, je suis rentré en pré-production, en prépa et tout ça. Et puis évidemment, il fallait que la BD elle se fasse aussi. Mon dessinateur, du coup, moi j'étais plus là et on a fait les choses en parallèle. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des petites différences dans le scénario, évidemment, de choses que j'ai dû couper, que j'ai dû adapter pour le film et qui sont quand même présentes dans la bande dessinée. Du coup, c'était une expérience assez intéressante. Ouais. C'est ce que j'allais te demander, si en fait il y a une différence entre écrire pour une bande dessinée et écrire un film, en fait, finalement. En vrai, non. Après, ça dépend des films. Hein. Si on est, après, il y a des choses que permettent le médium, tant des spécificités de bande dessinée ou de roman graphique que des spécificités de cinéma, mais sur la même base de scénario. C'est un art séquentiel. Donc à partir de ce moment-là, dans une dramaturgie classique, entre guillemets, avec un récit, avec des moments conflictuels qui s'enchaînent, en vrai, c'est la même chose, c'est la même façon de raconter des histoires. Beaucoup plus que dans les rapports avec la littérature, par exemple. La bande dessinée est plus proche du cinéma pour moi que de la littérature. Oui, parce que les bulles, c'est un peu des cases, enfin, des vignettes. Je veux dire, les cases, c'est des plans, quoi. Voilà, ouais. Je m'en mets les pinceaux. C'est une approche, non, mais c'est une approche qui, je trouve, assez identique, ouais. Autre question sur l'écriture. Donc là, tu viens de réaliser une mini-série pour M6 qui s'intitule Mémoire vive. Et pour une fois, tu n'as pas participé à l'écriture, a priori. Exactement. Est-ce que ça a changé ton rapport à la mise en scène? En fait, oui, j'ai vachement aimé ça. C'est-à-dire que je m'étais toujours plus ou moins dit que je n'avais pas ni besoin ni envie d'aller faire autre chose. Là, il y a eu un concours de circonstances. À la fois, moi, j'avais envie de sortir un peu d'un truc un peu sclérosant, d'écriture. Je voyais pas quand j'allais tourner, machin. Et aussi de rencontre avec ce projet que j'ai beaucoup aimé. Et ce producteur aussi, et ces producteurs, donc Xavier Mathieu et Célia Palmiero, qui sont chez Calt, avec qui donc, j'ai fait mes séries avant. Et donc, cette espèce de conjugaison de choses, en fait, a fait que je me suis dit qu'il y avait un vrai truc à défendre. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ça parce que il y a une forme de, c'est pas si c'est de la légèreté, mais de fraîcheur en tout cas, quand on arrive sur le projet, où ça fait pas 3 ans là, depuis la première idée dans la douche, ou 3, 4 ans, 5 ans, machin. Je connais moi ce parcours-là de scénariste en fait. On a une idée, ou quand on parle avec sa compagne, un dimanche après-midi, puis là, et alors entre ce jour-là et le dernier jour de le mixage, parcours du combattant, c'est chaud quoi. Et là, donc, en fait, c'est un peu Noël, les cadeaux, quoi. C'est-à-dire, en même temps, il y a plein de réals qui travaillent exclusivement comme ça, ou beaucoup comme ça. Mais donc, tu es là, tu fais, OK, Et du coup, ça te met dans une position où tu dis, mais qu'est-ce que moi, je peux apporter? Quelle est ma place, en fait, là? Et du coup, c'est excitant. C'est excitant aussi parce que c'est ludique. Et on est à la fois assez détaché d'affect, parce qu'on n'est pas là en train de traîner depuis longtemps, machin. Donc, je pense qu'on a aussi une forme de lucidité sur ce qui fonctionne ou pas, ou moins bien. Dans le scénario, parce que dans tous les scénarios aboutis, tous ceux qu'on écrit, il y a des choses qui fonctionnent plus ou moins bien. Et tu as du recul, en fait. Donc voilà, donc on peut aussi adapter en accord avec la prod, avec les auteurs et tout, changer des choses, ou demander à ce que telle et telle scène soit réécrite, et des choses comme ça. Et ça s'est passé vraiment superbement bien. Et moi, j'ai été dans une position à la fois très claire qui était « je n'écris pas, je n'écris rien », et à la fois, quand je sens pas une scène, on la retravaille, avec les auteurs, avec les comédiens, avec la prod. Donc ouais, en fait, ça m'a... En même temps, je le faisais quand même aussi avant, mais t'es du coup très obligé d'être très engagé dans la DA, dans la mise en scène, dans tout ça, parce que c'est ça que tu fais, uniquement, entre guillemets. Donc ça, moi, j'ai beaucoup aimé ça, et c'est une expérience que j'ai envie de renouveler aussi. Je lance un petit appel. C'est un espace de travail aussi, de recherche d'emploi, non? Bah écoute, pourquoi pas. J'espère à terme. Hein. Et on va parler de prépa, du coup. Comment est-ce que tu communiques tes intentions à ton équipe, toi? Est-ce que tu es plutôt découpage écrit, storyboard, photo, dessin? Vachement de blabla, déjà, parler, beaucoup, et pas mal de refs, de visuels photos. Là, je prends l'exemple de Mémoire vive. J'ai beaucoup échangé avec Simon Roca, le chef opérateur. Et on a vraiment fait... C'était aussi une demande de la chaîne, mais qu'on a beaucoup poussé, avec des vrais refs de cadre, avec des vrais refs de gamme chromatique. Voilà. Ça, c'est vraiment qu'il y ait une assise, en fait, sur le truc-là.
Et après, moi, j'ai pas de découpage ultra précis sur la totalité du projet. Mais en revanche, je communique au chef op et j'échange avec lui sur les premiers jours où on met en place en fait le truc. Et sinon, je découpe dans la voiture la veille ou dans la voiture avant d'arriver. Mais en général, en fait, j'ai quand même des principes. C'est-à-dire, en gros, je sais, ce qui est une évidence, très, très vite, si on est dans quel type de configuration de matériel même on est. L'esthétique générale, est-ce qu'on est plus épaule ou plus machinerie et des distances aussi par rapport aux comédiens, il y a des choses comme ça quand même. Et là, sur ce projet-là, on avait par exemple envie de travailler en anamorphique, mais pas en format scope, de travailler en format... On avait même hésité avec le 1,77, finalement je ne sais pas si on s'est déboutonné un peu, on est revenu au 1,85, mais avec un désir de travailler avec des anamorphiques pour... ramener une espèce de profondeur, je sais pas, de cinégénie, je sais pas trop. Et en même temps, de travailler avec des petits objectifs, c'est des pavots. Donc vraiment anamorphique, avec un cadre assez normal, mais qui nous permettait aussi de donner une espèce de rondeur, de profondeur. Et oui, je peux pas mieux dire que de cinégénie, peut-être, au film. Et puis après, on avait un jeu qui était un jeu intéressant aussi, avec la chaîne qui nous avait, donc avec M6, et qui ont, moi c'est ça aussi qui m'intéressait, qui ont une obligation. En tout cas, oui, une contrainte éditoriale légitime de se dire on est une chaîne grand public qui ne produit pas énormément de fiction non plus, et on a une certaine typologie de public, donc déjà on raconte pas l'histoire d'un enfant qui regarde une pomme pendant 1 heure, déjà, de base, et puis même en termes de mood, de vitesse de récit, il y a des choses qu'il faut accepter et faire, et moi c'est ça qui m'intéressait aussi. La première réunion que j'ai eue avec eux, ils aimaient beaucoup mon travail et tout, mais la première discussion qu'on a avec eux, c'est on est d'accord qu'on est dans une typologie de récit où il y a un certain allant, une certaine vitesse et une certaine machin, parce qu'ils connaissaient mon travail un peu. J'aurais dit, moi, c'est aussi pour ça que je suis là, en fait. Je viens faire ça, en fait. Donc on s'est bien trouvé. Et moi, c'était vraiment un jeu auquel j'avais envie de jouer, en fait. Et du coup, c'était assez intéressant parce qu'ils avaient aussi des réserves sur des types d'atmosphères ou des tranchées, parce qu'il y a beaucoup de flashbacks un peu poétiques, un peu sensitifs, des choses comme ça, et que moi j'aime beaucoup et qu'on a beaucoup travaillé, qui pour le coup je trouve sont réussis en plus. Eux avaient très peur de ça, et du coup étaient un peu dans un inconfort, et on disait faut pas que ça fasse trop ci, trop ça, et puis en fait à un moment c'est des gens en vrai, moi je trouve qui ont du goût et qui sont intelligents, et quand tu les emmènes quelque part et que peut-être que ce qu'on a fait avait une certaine qualité, en fait ils ont embarqué dans le truc et il n'y a pas eu de problème, et je me suis senti en rien frustré. Donc non, c'était une expérience. C'était très difficile dans le sens où on est dans un truc, et je pense, je sais pas si on évoquera ça, mais dans une espèce d'exigence légitime montante de qualité, d'esthétique, de série, de choses comme ça, et des budgets qui ne vont pas en augmentant, à part peut-être sur les plateformes ou tout ça. Ouais. En valeur relative, oui, c'est le contraire. Donc ça, c'était un vrai sujet, un vrai combat, et voilà. Je ne sais pas si on parlera des frustrations très fortes de réalisation en télévision, mais c'est la question du temps, qui est très, très, très problématique, et qui, pour moi, est de plus en plus chiante, quoi. Quand c'est pénible de se retrouver à certaines journées à essayer de rentrer 7 séquences ou 8 séquences, c'est... Voilà, quoi. Ça gâche un peu le plaisir, quoi. C'est clair. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'à l'arrivée, il y a toujours un peu ce truc. Vous voyez, non, c'est à quel prix humain et parfois artistique aussi. Il ne faut pas se mentir. Donc, les deux. Et des fois, c'est un peu gâchis. Donc, ça, ce truc-là de rapport entre le budget et ce qu'on nous demande de faire, c'est un vrai truc, quand même. Peut-être que nos auditrices, nos auditeurs ne s'en rendent pas forcément compte, mais réalisateur, c'est un métier qui est quand même très physique. C'est ouf. Qui génère en tout cas beaucoup de fatigue physique et mentale. Et de stress. Ouais. Et dans ce sens-là, toi, est-ce que tu te prépares physiquement avant un tournage de manière particulière ou pas du tout ? J'espère que j'ai pas des potes qui vont écouter ton podcast. Tu ne le partageras pas. Merde, attends, je coupe cette question au montage. Non, d'ordinaire, non. Alors là, pour le coup, c'est intéressant parce que sur ce projet, ce qui s'est passé, c'est que en cours de prépa, j'ai vu le truc arriver un peu. Je dis pas que j'ai vu le mur arriver, mais j'ai dit il y a un truc qui va être très compliqué, en fait. On avait, je sais plus combien de rôles, on avait 45 décors, sous-décors récurrents, enfin des trucs récurrents, un nombre incalculable. Enfin bref, c'était trop, en fait. Et j'ai vu le truc arriver, entraînement, machin, et les journées qu'on faisait avec mon premier assistant, mon chef et tout. Et je me suis dit, en fait, il y a 2 options. Soit je fais un peu comme d'habitude, où en fait, je transforme un peu le stress en je fais pas trop attention à moi, et le week-end
je picole un peu, voilà, parce qu'on est des êtres humains et parce qu'on a une façon de dégager le stress, machin. Soit je rentre dans un truc un petit peu plus, pas ascétique, mais en fait, où je fais vraiment gaffe. Je fais gaffe à ce que je mange, je bois pas un coup de trop, et je fais un peu de sport et machin, et je suis passé là-dessus, en fait. Et je pense que ça a bien sauvé le truc. Parce que, pour le coup, j'ai perdu, je sais pas combien de kilos, enfin, et je pense que là, vraiment, c'était... Quand on est dans des combats comme ça, il y a un moment, tu peux pas trop faire le punk, en fait. Peut-être tu peux le faire sur un long métrage en 20 jours, parce que c'est comme une espèce de jaillissement comme ça, et tu tiens sur les nerfs. Mais quand tu pars pour 40, 50, 60 jours de tournage, tu peux pas. Mais c'est comme un athlète qui prépare une compétition. Non, vraiment, en fait. vraiment. T'as besoin tu peux pas de te aller. mettre, Tu peux pas. C'est pas vrai. Enfin, tu peux pas aller en boîte de nuit avant de faire un ultra trail. Hein. Enfin, tu peux, mais après. T'assumes les conséquences, quoi. Ça va être particulier, quoi. T'évoquais un peu la question du budget, mais de manière plus générale, est-ce qu'il y a des différences entre réaliser pour le cinéma et la télévision? Puisque tu as fait les deux, tu as créé des séries et réalisé des séries, et tu as fait un long métrage. Ouais. Pour le coup, oui, quand même, parce que j'avais pas un gros budget, donc en fait, sur Ogre, il y a eu des moments très très speed aussi. C'était quand même un petit film, on avait, je crois, moins de 2 millions ou 2 millions et quelques, je sais plus. Enfin voilà, on était quand même dans ces trucs-là avec beaucoup d'effets spéciaux, avec des choses comme ça, avec des SFX et tout, donc qui te mangent beaucoup de temps en fait de tournage. Et il y a des scènes, notamment les scènes de fin, les trucs avec Log et tout, machin. On a tourné ça des fois dans des conditions entre guillemets de téléfilm. Je parle en termes de rapidité, quoi. Mais certaines journées, c'était pas le cas. Donc ce que moi je n'avais jamais vécu en vérité. Sur les projets télé. Jamais, moi, j'ai eu l'impression de vivre des moments où j'avais le temps de faire très exactement tout ce que je voulais. Après, peut-être ça n'existe jamais, hein, je sais pas, faut me dire, mais on est toujours obligé de moyenner. Et parfois, et ça, moi, c'est ça qui me rend fou et qui parfois me met en tension et en colère, c'est que la seule question qui t'occupe par moment, c'est juste de rentrer la séquence. Oui, alors après, tu essaies de le faire parce que t'es pas fou et tu dis que de toute façon, c'est ce qui est dans le cadre qui sera à l'image. Donc, les 3 plans que tu voulais faire, t'en fais pas 3, t'en fais qu'un et tu vas reprendre plusieurs fois et machin. Et tu sais que dans l'histoire, tu peux te passer de ça et de ça. Mais ça veut dire que t'es tout le temps, en fait, dans cette dynamique-là. Alors, je dis pas de réduire, mais de trouver d'autres voies, d'autres trucs. Mais de toute façon, voilà, il y a un moment, la seule clé de vérité, c'est le rapport temps-argent. Et là, en télévision, moi, j'ai jamais eu, je crois, la sensation d'être à l'aise, en tout cas. Non, c'était... Et je pense qu'il y a moyen, en fait, peut-être de le faire. Et moi, je cherche... Un de mes désirs, en fait, c'est d'aller vers plus de légèreté dans le tournage en lui-même, quoi. C'est-à-dire même la lumière, le nombre de gens dans l'équipe et tout. Après, c'est certaines typologies de films, certains sujets qui se prêtent à ça. Mais je sais que c'est en tous les cas un truc que j'ai envie d'explorer pour avoir plus de temps pour mettre en scène, avoir plus de temps pour le jeu. Ça aussi, c'est un truc de frustration, souvent, même partagé avec certains comédiens. Ou quand on trouve aussi. Parce qu'il y a un moment, pour trouver, il faut chercher, il faut un peu de temps. Donc ça, c'est des espaces. On n'est pas là pour juste enregistrer les gens qui disent le texte qui est là. C'est pas vrai. Je sais plus qui avait une scénariste qui avait dit ça, que c'était une espèce que le film, c'était une mise en image du scénario. Il n'y a rien de plus faux, quoi. Il n'y a rien de plus faux. C'est une réécriture du scénario d'une certaine façon. Ça ne veut pas dire forcément toucher aux lignes, mais ça veut dire s'emparer de quelque chose. Oui, c'est une interprétation. Et interpréter un film, bien sûr. Alors, question très pratique. Arnaud, comment est-ce que tu dors la veille de ton tournage? Bien ou mal? En position allongée. Assis, couché sur le côté. Maintenant, en vrai, je ne vais pas faire le... Non, maintenant, ça va. Enfin, j'ai pas de... Mais petite anecdote, pour mon premier court-métrage, Dans leur peau, je n'avais pas fermé l'œil de la nuit. C'est-à-dire que j'étais arrivé et j'avais rencontré pour la première fois les gens des équipes, les trucs et tout, machin. Je sentais déjà de la tension pour je ne sais quelle raison, je sais pas quoi. Il y a des trucs d'orga, de prod, bon bref. Et je me dis, mais c'est ça en fait, je vais être au milieu d'un truc, d'un pataquès là, machin. Et je me dis, mais est-ce que je sais exactement ce que je veux faire demain et quoi, machin. Et je m'étais couché, je n'avais pas fermé l'œil de la nuit, quoi. Donc je suis arrivé sur le plateau. Avec épuisé. 0 minute de sommeil. Non, parce qu'en fait, t'es épuisé oui et non. C'est-à-dire, tu tiens sur le stress, en fait. Et ça, c'est un souvenir. J'y repense souvent, d'ailleurs. Il peut y avoir peut-être des trucs pendant les tournages, quand il y a des choses qui m'ont agacé ou que je suis en colère contre qui ou contre moi-même aussi, peut-être. Où là, ouais, ça rumine un petit peu. Et puis, je pense aussi avec la fatigue physique, mentale qui s'installe des fois où on est un peu fragile. Donc, il y a des petits moments. Il y a des petits moments, ouais.
Et est-ce que tu as des rituels ou des superstitions particulières avant ou pendant tes tournages ? Par exemple, tu fais tout le temps une chose particulière avant de commencer ? Ou est-ce qu'au contraire, tu es très cartésien ? Moi, je suis très très cartésien. Moi, ce que j'essaie, c'est d'avoir des relations correctes avec les gens avec qui je travaille, avec les chefs de poste, avec les comédiens. Et parce que je me rends compte de ça, je sais pas si c'est tant important pour la qualité finale du film, mais c'est important pour la qualité de vie qu'on peut tous avoir. C'est-à-dire justement de créer quand même quelque chose et des échanges et une espèce de truc un peu correct entre les gens. Parce que quand même, on passe du temps à faire tout ça, à écrire, à préparer, à tourner, bien sûr, à post-produire. Et du coup, c'est notre vie, en fait. Donc du coup, notre vie, tant qu'elle ne soit pas Désagréable. majoritairement travaillée par la tension, une espèce de noirceur ou de manipulation, de je sais pas quoi. Donc on essaie de garder un petit peu un truc humain, même si des fois la vitesse ou la peur ou certaines contraintes ou certaines petites mini catastrophes qu'il peut y avoir sur les plateaux, c'est compliqué. Hein. C'est des fois un bateau dans la tempête. Hein. Donc ça doit se gérer assez régulièrement. Mais moi je tiens quand même vachement à ça, d'essayer de aussi passer des bons moments, quoi. Question tout à fait pragmatique. Qu'est-ce que tu amènes avec toi sur le plateau ? Est-ce que tu es plutôt genre, je pars en trek solo dans les Pyrénées avec 15 kilos de matos sur moi ? Concrètement, moi ? Oui, toi. Ou est-ce que tu te dis, je vais tout taper à la table régie, j'y vais les mains dans les poches ? Ah, mais moi je suis un gogol, moi, c'est-à-dire que j'arrive, on tourne de nuit, machin, j'ai même pas amené de tirer, j'ai pas de truc, tout le monde, ils sont tous équipés comme des, je sais pas quoi, moi je suis en petites chaussures de ville et machin, voilà. Donc il y a toujours quelqu'un qui va me chercher un ciré ou un truc. Je suis plus genre comme ça, tu vois. Ou, si, voilà, moi je suis le gars, comme je sais pas, je suis dans mon truc en fait, je perds tout le temps. Ah, c'est drôle, c'est la première invitée Nolwenn Lemel me disait ça. Elle perd tout partout ses affaires. Son équipe passe son temps à dire la doudoune de Nolwenn est en loge 6. Totalement, parce moi. Parce qu'elle perd ses clés, enfin tout. Mais c'est exactement ça. Fou. Mais puis ça se passe en exactement 4 secondes. Hein. Tu vois, le truc, tu sais plus où il est. Tu te tournes et hop, ça y est. Je sais pas combien de jours à jour je dois avoir par jour. Ils sont tous éparpillés. C'est la pile Arnaud Malherbe. Ouais, c'est ça. Il y en a un qui est au chiottes, l'autre qui est sur la table régie, l'autre qui est. Bon, bref. Non, mais je suis totalement. Parce qu'en fait, on essaie d'être totalement focus sur ce qui se passe dans le combo et sur nos interactions avec chacun. Et donc, le reste, en fait, t'es absorbé du par ce monde que tu n'existe fais, pas. en fait. Et même quand je parle à des gens où, je sais pas, tu descends, tu as un petit break, tu fumes une clope, il y a un passant qui dit qu'est-ce que vous filmez, je sais pas quoi. Donc, des fois, tu parles, machin. En fait, je suis pas là. Je parle, mais je lui parle pas. Mais c'est un automatisme. Je pense à autre chose. Et est-ce que tu es plutôt plateau calme et silencieux ou effervescent et joyeux ? Ça oscille vraiment. Des fois, c'est. Je sais pas, il n'y a pas de. Je pense que ça dépend un peu des films aussi. Typiquement, sur Moloch, il y avait Xavier Bourdarias qui était passé, qui est le frère de Xavier Mathieu et qui se trouve qui travaille avec Eric et Ramsey et qui est habitué au plateau d'Eric et Ramsey et tout. Puis il arrive sur le tournage et nous, il dit mais c'est quoi ici ? C'est une église ? Il captait pas en fait du tout le délire. Et c'était hyper studieux, hyper calme, hyper machin. Et voilà. Et puis si t'étais passé sur le plateau de Rictus, autant dire que c'était pas tellement ça. Que le rire n'était pas interdit, là. Non, le rire n'était pas interdit. Alors après, il y avait des tensions parce que des fois, nous, il fallait qu'on rentre les séquences et puis Fred, c'est la toupie, quoi, la toupie géniale, quoi. Mais donc, c'était très joyeux aussi. Mais donc, ça n'a rien à voir. Et je pense que c'est vraiment une question de nature de film, presque, j'ai envie de dire, oui. Et typiquement, mon premier film, c'était quand même plus dur. On était quand même la nuit en caméra Super 16 dans Belleville, courir après les trucs et c'était un peu chaud, quoi. Donc, il y avait ça aussi. Donc, c'est des histoires d'atmosphère, en fait, je pense beaucoup. Mais globalement, j'ai tendance de plus en plus à m'agacer quand c'est pas studieux, quand même. Quand c'est un peu trop le bazar et que c'est un peu trop. Et surtout, je m'agace, en fait, du temps qu'il faut pour faire les choses. Je crois que je m'habituerai jamais à ça, en fait. Oui, on a envie d'aller vite. Ouais. C'est vrai. On va vite. Parfois en fait, c'est paradoxal. Mais c'est parfois un peu lourd. Oui, c'est paradoxal parce que des fois, on va vite, en fait. Parce qu'on rentre quand même beaucoup de choses et tout. Mais parce que des fois aussi, on trouve, nous, des solutions. Et qu'en fait, des fois, et c'est normal aussi parce qu'il y a une inertie, et puis machin, et puis ma bidule est partie pisser, puis il faut changer tel projo, et puis machin. Et en fait, j'ai de plus en plus de mal avec ça. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'alléger le process, en fait. Le désir de légèreté. Et je pense qu'il y a des moyens vraiment très clairs de ça. Voilà, j'avais parlé avec Emmanuel qui avait réalisé le film Rien à foutre avec Adèle Exarchopoulos. Ah oui. Emmanuel Mar, c'est pas ça ? Oui, c'est ça. C'est ça. Et j'avais échangé avec lui, en fait, parce que je trouvais son film très bien déjà. Et surtout, il m'expliquait comment ils avaient tourné ça. Et en fait, ils étaient en mode très clairement docu. Pas pour dire on va avoir un résultat à l'arrache, à l'image. Non, parce que le film, il est soigné. Hein. Mais c'est-à-dire qu'ils étaient 9 sur le plateau, quoi. Bah, tu n'as pas le même temps de travail, quoi, avec les comédiens. Non, et tes choix de mise en scène et tout ça, et tu peux chercher. Donc j'ai vraiment envie de ça, moi. Intéressant. Et comment est-ce que tu décides de l'endroit où placer la caméra ?
Oh, bah alors ça, c'est vraiment le secret de la pyramide, là. Hein. Ah ouais, et c'est pour ça que je te pose la question. Il n'y a pas de recette, mais qu'est-ce qui te conduit? Bah, c'est le sens de la scène, je crois, en fait, tel que je le comprends. C'est ça qui doit te dire. Ça ne doit pas, je pense, être un présupposé esthétique qui te conduit à le faire. Mais en revanche, il faut trouver comment, pour servir le sens de la scène et du jeu, aussi l'agréger et le fondre dans un truc qui te semble intéressant esthétiquement. Et c'est ça. Donc, du coup, j'ai envie de dire, c'est chaque situation et chaque scène qui appelle une réponse spéciale, mais à l'intérieur d'une grammaire. Encore une fois, je pense que ce qui est important, c'est de déterminer pour toi et les gens avec qui tu travailles ta grammaire de départ. De dire, pour être très très basique, ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'on est vraiment toujours avec le personnage ou est-ce qu'on est vraiment épaule machin, est-ce qu'on accepte du hors-champ machin, est-ce qu'on découpe plus, est-ce qu'on fait des mouvements d'appareil, Le quand point de même vue, de finalement, base, quand même. d'avoir cette grammaire-là avec quelques référents visuels, même en termes d'étalonnage, en tout cas de gamme chromatique et de focale aussi. Se dire, ok, la base, c'est ça. Et après, c'est vraiment scène à scène. Et ce que j'aime bien, moi, faire, que j'ai fait parfois, que j'ai pas trop fait là sur Mémoire vive, où j'avais tendance, pour des raisons de temps, à faire rentrer les comédiens dans mon dispositif. Mais j'aime bien, moi, sinon, travailler dans l'espace avec les comédiens et après, vraiment affiner le truc à la mise en scène. Et là, j'ai l'impression que, après, c'est une question d'organisation, mais très souvent, l'idéal, c'est ce que j'avais fait sur Chef, sur les 2 saisons de Chef. En France Télé, c'était très souvent quand même, je faisais venir les comédiens avant de travailler avec l'équipe. Quoi. Pour une mise en place, ouais. Pour une mise en place. Alors, c'est pas toujours possible, et c'est après, quand tu es sur le long terme, ça fait des trucs horaires pour les comédiens qui sont des trucs d'orga, même pour toute l'équipe, de faire venir tout le monde avant. Bon, bref. Mais il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas de vérité, chacun son système. Mais c'est vrai que c'est un tout petit peu frustrant, ça demande un petit peu d'expertise et de bouteille, mais, parce que ça marche quand même, mais c'est un petit peu frustrant de faire strictement rentrer les comédiens dans ta contrainte technique d'emblée, quoi. Ils arrivent, bonjour, vous allez faire ça, 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 ça. C'est un peu, après on affine, on peut bouger des choses, mais ça c'est un peu chiant. Tu parlais de focale, est-ce que tu as une focale préférée? Est-ce que j'ai une focale préférée? Non, après c'est une question encore une fois, de projet, je crois. De plus en plus quand même, moi j'ai un vrai appétit. Je l'avais fait quand même pas mal dans Moloch, on l'a fait un petit peu aussi là dans Mémoire vive, pas dans Rictus d'ailleurs, mais sur des courtes focales à grande ouverture qui permettent d'être proche des personnages, sans aller jusqu'à The Revenant, mais dans quelque chose moi, j'aime beaucoup ça, en fait, ça. Comment il s'appelait cette série avec ce réalisateur québécois qui est décédé il n'y a pas longtemps, que j'avais vu. Jean-Marc Vallée. Jean-Marc Vallée, voilà. Et tu sais, sa série sur une nana, une journaliste qui revient dans son bled. Là. Putain, c'est le concours d'Alzheimer. Je l'ai vu. Ah, on va ouvrir un club. Ah, aidez-nous les gens. Ah non, c'est vrai, ils peuvent pas réagir là, les auditeurs. Merde. Bah non, on aimerait bien. Voilà. Ça nous aiderait. Et donc, qui travaille beaucoup sur la profondeur de champ, en fait. Ça, c'est quelque chose que j'aime vachement. Sharp Object. Exact. Sharp Object. Avec Amy Adams. Ouais. Voilà. Et pourquoi je parle de ça, c'est qu'il y a souvent très proche des corps, des visages, avec un vrai travail sur la profondeur de champ, sur le point. Moi, j'aime beaucoup faire ça, en fait. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, et sur Mémoire vive, on l'a pas mal fait. Bah, t'as plusieurs plans en un, quoi. Tu vois, bêtement. T'as une install. Oui. Et tu gagnes plus de temps. Tu gagnes du temps. Donc voilà, tu peux travailler comme ça. Et oui, j'ai eu la chance de le croiser, Jean-Marc Vallée. D'ailleurs, on avait passé une soirée ensemble grâce à Jean-Yves Robin, le boss de Calt. Et j'avais vachement parlé avec lui. Je lui ai posé plein de questions. Moi, j'étais un peu à l'école, hein, tu vois. Et je lui demandais comment il travaillait, tout ça, machin. Et justement, lui, en fait, il m'expliquait le contraire de ce que je viens de te raconter là, sur tout anticiper pour faire entrer les comédiens dans ton dispositif. Lui, c'était strictement le contraire. C'est-à-dire que travailler avec ces comédiens, mais comme pas mal de réals font, hein, il n'est pas le seul, mais quand même, et lui, je trouve qu'il le fait magnifiquement. Et donc, il travaillait avec les comédiens, machin, et il m'expliquait, et un des comédiens, pour moi, disait-il, c'est mon cadreur. Et en fait, conduisait le chemin de la caméra. Et il montrait comment, machin, lui, dansait entre les trucs et tout, machin. Il se reprenait, il se dit, ah tiens, on va essayer ça, les comédiens essayent un truc, le gars s'adapte. Tu vois, et ça, moi, j'ai hyper envie de rentrer là-dedans, de pouvoir travailler comme ça. Et il n'y a rien qu'empêche, hein, c'est juste, ça raconte un certain nombre de trucs aussi sur, par exemple, ce que Soderbergh a fait sur The Nick, à savoir que tu tournes à 360, par exemple, quasi. C'est-à-dire que toutes tes lumières, c'est des lumières sources, tu vois, les lampes, les trucs, les machins. T'as pas, je me retourne, 40 minutes, champ contre champ, au secours, quoi. Non, mais... Je suis tombé sur une citation, alors je ne sais plus de qui, mais c'est un réalisateur hollywoodien des années 40, je crois, qui disait qu'il fallait laisser la porte du plateau ouverte parce qu'on ne sait jamais ce qui va y rentrer. Ouais. Et du coup, toi, est-ce que tu es dans cette mouvance? Est-ce que tu as une part d'improvisation sur ton plateau? Ou au contraire, est-ce que tu es extrêmement préparé? On en parlait un petit peu justement, mais tu veux aller un petit peu plus vers
La liberté? Dans ce que j'ai envie de faire sur l'avenir, clairement, plus d'expérimenter. En fait, d'expérimenter. Mais pour ça, il faut avoir un écosystème qui doit être en accord aussi avec l'argent déjà, et aussi avec la production, et même limite le diffuseur, pour accepter de faire des trucs un peu plus labo, tester les choses et tout ça. Là, dans les contraintes industrielles, avec des chaînes classiques comme on a là, on peut, je pense, tenter des choses quand même. Faire un petit peu d'impro, il y a des choses comme ça, bien sûr. C'est jamais totalement figé. Et c'est déjà une chose qu'on fait dans toute l'étape un peu d'adaptation et de lecture qu'on peut avoir avec les comédiens et avec les auteurs et avec la prod. On bouge des choses quand même. Et déjà, dans les lectures avec les comédiens, il y a des dialogues qui changent, qui peuvent changer beaucoup, ou qui peuvent du coup complètement disparaître. Et c'est aussi quelque chose qui continue jusqu'au montage, évidemment. Parce qu'au montage, on fait non, en fait, cette scène-là, elle va être muette parce que c'est bien mieux qu'ils se regardent et qu'ils ne se parlent pas pendant 2 minutes. Donc il y a encore quand même des moyens de laisser entrer des choses, oui, de faire. Et puis des idées aussi, c'est con, hein, mais des idées que tu as sur le moment, parce qu'il y a quelque chose dans le décor qui fait que. Bien sûr, c'est ça qui est intéressant. Justement, on va parler des comédiens, parce que tu parlais de lecture, tout ça. Comment est-ce que tu diriges tes acteurs? C'est pareil, je crois qu'il n'y a pas de grande leçon. Moi, c'est ni des marionnettes, ni des stars pour moi. Enfin, voilà, c'est des êtres humains qui sont des collaborateurs comme les autres. J'ai pas non plus une fascination légendaire pour les comédiens. Je trouve pas ça incroyable d'être en présence de gens. Je trouve qu'il y a des gens géniaux et qui sont magnifiques dans leur métier, comme le chef-op peut être magnifique ou une autre étape. Donc j'ai déjà ce type de relation normale, en fait. Ni mépris, absolument pas, en aucun cas, ni déidification, en aucun cas non plus. Et donc ce qui fait que je crois que j'ai des relations humaines assez simples dans 99,9% des cas, et qui sont des rapports d'échange et de compréhension de qu'est-ce qu'on fait tous ensemble, et de en quoi on peut faire mieux, et de dialogue, d'échange et de reprise, et qui peuvent être parfois des trucs où j'ai tendance à donner une inflexion, une intonation, ou mimer, ou bouger, des fois un peu de dire fais comme ça, machin, qui est peut-être trop intrusif. Et ça dépend en fait des comédiens. Il y a des comédiens qui aiment bien, d'autres qui n'aiment pas du tout. Et puis aussi des fois de choses où tu demandes à être toi surpris, et à ce que justement on te propose des choses au contraire. En tout état de cause, et là de plus en plus, et on l'a fait quand même là pour la série, c'est une obligation pour moi de les rencontrer avant et de travailler avec eux avant. J'entends des histoires là, des trucs. Genre, ils se serrent la main le lundi matin sur le tournage, quasiment, ils sont pas vus quoi, les réals. C'est fou. Hein. Mais ça va pas la tête, non? J'allais te demander si tu faisais des répétitions avec eux avant, que tu les rencontrais. Tu fais au maximum, et les comédiens ils sont hyper en demande de ça. C'est très vorace en termes de temps quand tu es dans des temps de prépa contraints, tu vois. Mais c'est tellement essentiel. Et puis, c'est des évidences, hein, ce que je veux dire, mais c'est toutes les discussions que tu peux avoir, que tu n'auras pas sur le plateau, ou tu en auras d'autres en tout cas, mais voilà, tu as une base comme ça où tu expurges des choses, où tu te mets d'accord sur des trucs, où tu cherches déjà des choses essentielles. C'est 50% du taf, quoi. C'est du temps que tu gagnes après, surtout. En fait, on a l'impression qu'on en perd, mais on en gagne beaucoup. Non, tu en gagnes énormément, puis tu gagnes en qualité surtout. Donc, alors, tu peux pas le faire avec tes 60 comédiens quand tu es dans une série longue, quand tout le monde n'arrive pas, mais après, sur les rôles principaux, c'est capital. C'est capital. Et de les faire, moi, ce que je fais, c'est que je crée des duos, ou des trucs à 3, ou des machins, d'essayer de par exemple, là, dans la série pour M6, la comédienne principale, c'est Clémentine Sélarié. Elle a fait elle a fait ses scènes avec différents personnages dans lesquels tous ne sont pas, mais voilà, elle a eu cette interaction. Mais en même temps, quand je raconte ça, j'ai l'impression que c'est évident. Évidemment qu'il faut faire ça. Ça l'est pas tant que ça. Dans l'industrie télé, après, moi, j'ai un copain que je peux avoir et tout, quand je vois comment ils bossent et tout, ils ont plutôt tendance à faire ça, tu vois. Et puis parfois, oui, quand t'es, je sais pas, avec une grosse resta ou je sais pas quoi, machin, gars, à un moment, t'es dans son agenda à lui aussi, hein, tu vois, ou elle. Oui, c'est sûr. Et puis là, t'as pas le choix. Et puis c'est aussi parfois des questions de rapport de pouvoir. Mais on peut pas y couper. Hein, ça, si le gars est pas dispo, ou la comédienne n'est pas dispo parce qu'elle est aux États-Unis, ou elle est au théâtre, bon, voilà, tu peux pas l'avoir. Donc, Est-ce que tu t'impliques beaucoup dans le casting ? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu peux confier à un directeur de casting et que tu arrives plus tard ? Ou est-ce que dès le départ, toi, tu veux être dedans quoi ? À 100 000%. 100 000%. Alors là, pour le cas de figure là, très concrètement sur Mémoire à vif, quand je suis arrivé, Clémentine Sélarié était déjà sur le projet, était déjà attachée au projet. Mais pour tout le reste du casting, ça fait partie essentielle encore une fois, c'est des évidences aussi, mais ça fait partie de ces choix qui vont dessiner une histoire, un look, une énergie, une émotion à une série. C'est pour moi inconcevable de arriver. Alors évidemment, je travaille avec
avec une directrice de casting qui est Catherine Chevron et qui je travaille depuis des années, qui elle me propose et on échange aussi avec la production et on échange aussi avec la chaîne. Enfin, tout ça est une grande discussion collective, mais non, je suis extrêmement investi. Oui. Ce qui me marque, moi, c'est ta fidélité aux acteurs. C'est ça qui est beau aussi. Mhm. Je pense à Fred Testo et Ophélia Kolb, on en parlait un peu avant, mais c'est assez drôle de voir qu'ils étaient dans ton court-métrage et que tu les retrouves pour Rictus. Oui, bien sûr. Et puis j'ai envie de retravailler avec eux, bien sûr. Ouais. Et du coup, par rapport aux acteurs, sur le plateau, est-ce que tu es plutôt le genre de réalisateur qui reste derrière le combo ou qui est proche des acteurs durant la prise ou proche de la caméra pour être vraiment à la face, vers eux? J'ai tendance à être au combo quand même, mais de plus en plus, j'ai tendance à demander un retour sur un pied pour pouvoir me mettre où je veux. Et aussi pour éviter le côté un petit peu salle de spectacle du combo où tu as 12 personnes. Qui est pénible, hein, on va pas se mentir. Et les filles, elles rangent leur maquillage derrière toi, comme ça, là, c'est chiant, ça m'énerve. et non, mais c'est normal, chacun travaille et dans l'énergie de sa fonction, mais j'aime quand même bien de plus en plus pouvoir être un peu tout seul et d'être plus léger, quoi, de pouvoir me mettre un peu différemment. Mais non, systématiquement, je regarde le cadre. Ce qui est peut-être con, d'ailleurs, je devrais essayer autre chose, parce que ça peut être bien aussi de regarder les yeux du comédien et de machin. Mais comme en fait, j'aime vachement le cadre et que, enfin, c'est une la palissade, mais c'est quand même ça qui s'imprime. Hein. Et du coup, c'est ce qui reste, le cadre, enfin, je veux dire, physique, est aussi important que l'intensité du jeu, en fait, du comédien pour moi. Donc, en fait, je dois regarder ça. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'on te dise non, que ce soit l'équipe ou l'acteur, à quelque chose que tu demandes? Et dans ce cas, comment est-ce que tu gères ça? Qu'on me dise non? Oui, par exemple, on te dit non, c'est pas, j'ai pas envie de faire ça. Ah, oh là, ah oui, excellente question. Bah non. Enfin, d'avoir des discussions ou des animées. refus. Non, en fait... Non, ça m'est arrivé avec un chef-op, des bons fights sur c'est comme ça, mais c'est pas comme ça. Voilà, que je citerai pas. Mais avec les comédiens, non. C'est-à-dire qu'il y a ça aussi, en fait. C'est que moi, je ne peux bosser qu'avec des gens que j'aime bien. Enfin, je dis je ne peux bosser. Je ne cherche à bosser qu'avec des gens que j'aime bien humainement aussi. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à... Si on me dit ce comédien-là est incroyable, mais c'est... Je dis un mot horrible parce qu'en fait, il y en a, c'est un salaud, ou c'est un manipulateur, ou il est toxique, tu vois. C'est no way. Je préfère aller, je sais pas, faire du ski, aller à la pêche. Je m'en fous. J'ai pas de temps. J'ai pas des semaines à perdre dans cette énergie-là où je sais que ça va. Même si elle servait le film, j'ai envie de te dire, j'ai pas envie, moi, de vivre ça, en fait. Donc, j'ai toujours eu la chance de... Alors, est-ce que c'est une chance ou parce que je discutais ça avec des copains l'autre fois et c'est aussi des trucs d'élection, c'est-à-dire que c'est comme on choisit quand même aussi nous en partie le casting et ben il y a un moment tu te reconnais avec des gens et tu choisis des gens qui sont aussi dans ton façon d'être, de fonctionner, ton énergie, ton mood et que du coup ça évite ce genre de situation-là. Il peut y avoir des désaccords, on peut dire mais non, je pense que si, je pense que ça, mais quand tu es avec des êtres humains un peu normaux, j'ai envie de dire, bah, ça se solde toujours par un truc où il y a toujours une vérité qui se dégage quand même, où on essaye les deux choses, tu vois. Mais il ne peut pas y avoir de truc radical où genre quelqu'un me dit non. Je veux dire, si ça arrivait qu'une dire de prod me dise non, tu coupes, c'est fini parce que ceci, cela, machin. J'ai fait bah ok, mais bah, viens me piquer la caméra. Parce qu'on va le faire. Parce qu'on va le faire. Parce que le film le demande et que si on fait pas ça, moi, je ne peux pas rendre le film. Donc c'est ma responsabilité. Voilà, ça peut être il y a comme ça des choses comme ça. Des ponctuellement, fois, quoi. Ponctuellement, ouais. Alors, on va parler un petit peu d'anecdotes de tournage. Ça a été quoi ton plus grand défi en tant que réalisateur? Si tu devais en retenir un, parce que c'est vrai que c'est un métier où il y a quand même beaucoup de défis. Mais j'ai l'impression que c'est tous les jours qu'on fait un truc. Tu veux techniquement, tu veux dire ou Pas forcément, non. Ça peut être humainement, ça peut être techniquement, ça peut être un projet entier aussi d'ailleurs. Hein. Ça c'est ouf, je ne saurais pas répondre à cette question. J'ai pas un truc spécifique qui me vient en tête. Sinon que je pense quand même que ce qu'on a fait avec Rictus dans les contraintes matérielles et financières qu'on avait, en vrai, enfin, si on parle un peu du métier, en vrai, c'est un tour de force quand même. Hein. Ouais. À tous les niveaux, ça n'aurait pas dû marcher, en fait. Non, mais c'est vrai. Oui. Mais ça a marché, c'est l'essentiel. Oui, c'est ça. Donc, c'est assez globalement, peut-être, je dirais ça. Et parce que tout s'additionnait en plus, l'énergie et la folie et le caractère aussi enfantin de Fred, qui n'était pas du tout, en fait, le genre de personne qui
a priori, peut rentrer dans ces conditions-là. Enfin, tu vois, ou plutôt c'est. Et en fait, ça le sert énormément aussi, quoi. Et non, j'ai souvenir de la scène. Mais voilà la série jusqu'à la fin, parce que tu verras la prestation de Fred à la toute fin dans le dernier épisode, où vraiment il livre un truc après une discussion qu'on a tous les deux, où je lui explique toute la scène et je lui dis ce que je voudrais tenter de faire un peu, pour le coup, en plan séquence, mais que j'ai pas gardé vraiment, mais bon, tu verras, et machin. Et puis là, il me répète, il me dit, tu m'as dit quoi déjà? Tu vois, ça c'est le côté, je suis là, mais je suis pas là, en fait. Ouais. Tu parles pendant 5 minutes ou 10 minutes, puis après, il dit, qu'est-ce que tu m'as dit? Redis-moi tout. Je fais, ok, tu refais. Et en fait, tu as l'impression que le comédien est pas là, quoi. Il a absorbé. Et en fait, il est à la fois, je pense, dans son stress, et en fait, il réfléchit aussi, et puis après, il se jette dedans et il fait un truc de ouf. Donc ça, c'est des moments super excitants, en fait. Eh ben justement, en parlant de moments excitants, c'est quoi ton plus beau souvenir de tournage? J'ai des souvenirs très, très émus de la première saison de Chef, en fait, parce que c'était la première fois que je faisais un truc un peu solide, donc une grosse chaîne, on faisait du 6x52, c'est la première fois que je faisais de la série, et que c'était notre bébé avec Marion et moi. Bah, c'est agrégé là-dessus une équipe de comédiens qui sont devenus des amis et qu'on revoit souvent, et qu'il y a une espèce de petite famille comme ça. Je pense notamment donc évidemment à Clovis Cornillac, à Hugo Becker, Anne Charrier. Pour le coup, Hugo enfin Anne était aussi dans Rictus, et Hugo est venu faire une petite apparition aussi. Et en fait, il y avait ça, et j'ai souvenir, en fait, même si c'était dur, parce que voilà, j'expérimentais aussi les trucs. Et comme on était en huis clos, en plus, très très souvent, vraiment en studio, dans la cuisine et tout, il y avait vraiment un truc de troupe avec Zinedine Solem aussi, et avec Joss Bibring évidemment. Et j'ai eu des moments en fait de joie et d'accomplissement et de promesses de rêve et tout qui étaient très forts. Ouais. Donc je dirais ça. Et c'est quoi le moment le plus drôle, insolite ou étrange que tu as vécu sur un plateau? Bah, il faut avoir été une fois sur un plateau avec Fred Testo pour savoir que... Fred, on te salue si tu nous écoutes. Moi, c'est le mec qui me fait... Avec Éric Judor, c'est les mecs qui me font le plus rire au monde. Et Fred, c'est pendant le plateau, c'est pendant les prises, mais c'est quand tu sors après dans la rue. C'est quand tu vas au café. C'est tout le temps, en fait. Et ça, c'est un truc je pense qui confine à la pathologie, hein. Je pense qu'il en conviendrait, mais qui est hyper réjouissant, quoi. Donc ça, c'est des moments vraiment de... Et en fait, c'est marrant parce que de côtoyer parfois certains personnages comme ça, parfois ça te ramène un truc, tu dis, c'est comme si après tu rentrais dans ton quotidien, que tu es un petit peu moins marrant, quoi. Et tu fais, merde, putain, mais pourquoi? Alors, on n'est pas non plus... Je suis pas quelqu'un de sinistre, hein, du tout. Non, je te rassure, c'est pas ce que ça dégage. Et du coup, tu fais, waouh, quand même, t'as des gars, ils sont là dans une énergie, dans un truc et tout... Et après, on ne sait pas comment ils sont chez eux le soir, tout seul, hein, tu vois. Mais ça, c'est ça ramène à l'idée de la rencontre aussi, tu vois, de rencontrer des gens comme ça qui te fascinent, qui te changent un peu, et qui tu passes des moments qui sont forts. Donc ça, ça fait partie des moments forts du métier. Et c'est quoi ton rapport au montage, du coup? Est-ce que tu l'as en tête dès le découpage? Ou est-ce qu'au contraire... Du tout. Non. Ce truc-là, moi, j'ai arrêté de croire, de penser qu'on pouvait faire un film sur le papier. Si, peut-être Alfred Hitchcock qui le faisait, mais ou quand tu fais un film d'action ultra découpé, ou certaines scènes, bien sûr, tu peux le faire. Moi, je crois beaucoup, comme je disais tout à l'heure, à des principes, à des rapports de focale et à une espèce de grammaire que tu mets en place, et qu'après tu vas donc faire tes séquences. Et après, dans le montage, moi, je suis extrêmement présent, et je travaille toujours avec les mêmes monteuses. Là, c'est Floriane Allier, qui est donc ma monteuse, et qui j'avais fait mon premier court-métrage, pour te dire qu'on est une espèce de compagnonnage. On parlait de quand même, fidélité, mais voilà, exactement. Pas uniquement avec les comédiens. Non, ça qui est beau. exactement. Et Isabelle Bassaglia, là, qui a monté aussi avec Floriane le Mémoire vive et Rictus. Et en fait, là, avec elle, on fait vraiment un travail collectif, quoi. C'est-à-dire, elle propose... Enfin, on se parle avant. Je dérush pas, mais on parle beaucoup. On se parle beaucoup des scènes, on se parle beaucoup de l'esprit général. Elles me connaissent très bien aussi. Donc, et après, il y a des premières scènes, on discute sur les premières scènes. Et après, il y a vraiment classiquement l'ours et tout. Et après, c'est des échanges quotidiens, en fait. Quotidien. Et donc, je suis extrêmement présent. Et j'ai raconté ça, en fait, là, ce matin, donc, dans un rendez-vous que j'avais. Mais je me rends compte, en fait, qu'il y a beaucoup de réalisateurs en télévision qui ont tendance à partir assez vite en prépa après un tournage, ou en tout cas... Et en fait, ils passent au montage. Mais il y a aussi une autre typologie de réalisateurs qui sont au montage et qui écrivent et réécrivent au montage. Moi, ça, c'est ma religion, parce que c'est pas une religion, mais c'est mon habitude. Mais je suis comme toi. Ouais. Moi, je peux pas envisager de ne pas être là. C'est comme si tu ne faisais pas un tiers du travail, en fait. C'est peut-être même mon étape préférée, en fait. Ouais, moi j'aime beaucoup. C'est là où tu vois honnête le film. Ouais, quoi. alors il y a certains moments qui sont... Mais avec le temps,
t'arrives à le gérer, qui Des est moments l'envie douloureux aussi. où tu as envie de te pendre. Oui, complètement. Mais ça, une fois que tu l'as compris, que tu sais que ça se passera à chaque fois comme ça, Ça va. ça On va. le vit mieux. Tu le vis Oui. mieux. Après, tu dis, ok, ça c'est le moment où j'ai envie de me pendre. C'est bon, j'ai compris. Maintenant, on avance. C'est le moment où je pense que je sortirai jamais de Voilà, film. où que ça tu va être fais une tes merde. premiers trucs, tu vois, le Mm. premier montage, t'envoies à la prod, t'as l'impression qu'ils vont tous se pendre, eux aussi. Tu fais, non, attendez, on a tous un peu de bouteille, on sait qu'on a tous envie de se pendre à ce stade-là, mais là, c'est pas ça qu'on veut comme échange. On va avancer et on va faire quelque chose de bien. Et c'est vrai jusqu'au dernier jour de mix, en fait. Mm. Dans tous les choix. Et pareil, on parlait de fidélité, mais c'est toujours le même musicien avec qui je travaille maintenant, donc, qui est Fleming Nordkrog, là, qui avait fait Ogre aussi, et qui avait fait Moloch, qui a fait Rictus, qui a fait Mémoire vive aussi. Et lui-même, maintenant, on travaille en amont du tournage. Donc même quand je suis en tournage, moi j'ai déjà des amorces de musique, de thèmes, ou en tout cas systématiquement, donc en amont du tournage parfois et en amont du montage systématiquement. C'est-à-dire qu'il y a déjà, donc pour Flo et Isabelle, des thèmes et des morceaux qu'elles peuvent poser sur les trucs pour... Moi, je veux éviter ce truc où on monte avec d'autres musiques et tout. Ah oui, C'est la thème l'enfer. track, Après, c'est le tu pire. vas t'en détacher, on connaît l'histoire. Et du coup, en fait, et surtout, ça imprime la couleur tout de suite, le rythme tout de suite, ça marche tout de suite. Même pour ceux qui regardent très vite, que ce soit la chaîne ou la prod, ou des gens à qui les spectateurs testent, il y a un truc qui... C'est un tout, quoi. Donc, et puis après, on change, on améliore, évidemment, on coupe, on peut enlever un stem, un autre et tout, mais il y a déjà cette matière-là, un truc, il n'y a pas du tout le truc où on fait le montage et puis après on passe au musicien qui va faire la musique et tout, c'est impossible ça. Et on parle de musique, mais moi, ce qui me marque aussi dans tes œuvres, c'est ton travail sur le son. Je pense à Ogre, notamment, où le son a une place assez prépondérante, puisqu'il s'agit quand même d'un enfant malentendant et que tu joues sur cette perception un peu altérée. Quelle part a le son dans ta mise en scène? Est-ce que c'est quelque chose qui est très important pour toi et que tu penses en amont? C'est quelque chose qui est très important parce que je travaille aussi toujours avec les mêmes personnes. Donc l'ingé son, c'est Vincent Piponnier, le monteur son, c'est Rémi Gauthier, et le mixeur, c'est Dominique Delguste, qui ont tous travaillé notamment là sur Ogre. Et voilà, et c'est des gens de talent avec qui j'aime travailler et qui on a des pareils, exactement comme au montage en fait, des allers-retours et des échanges collectifs et des choses, même si in fine c'est moi qui décide de ce qu'on fait pas et machin, c'est aussi leur talent à eux et leurs idées à eux, de dire tiens, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça et machin. Et oui, c'est une chose que même j'ai envie de plus en plus travailler parce que c'est... Et d'ailleurs, je t'invite... Non, tu m'as dit que tu n'avais pas vu Bird encore. Non, je ne l'ai pas encore vu. Voilà, parce J'adore que André Arnold, non, donc mais j'irai. le taf sur le son est hallucinant. Moi, c'est un truc que Hallucinant. j'adore en plus. Hallucinant. Et ça, c'est super excitant. C'est super excitant parce que c'est... oui, c'est la dimension qu'on peut ne pas avoir envie de traiter parce que l'histoire passe sans ça. Encore une fois, quand c'est pas intégralement dans le sujet, un peu comme dans Ogre, parce qu'il y avait ce truc-là, donc Oui, déjà, complètement. on était conduit forcément à le faire. Mais maintenant, sur tous les autres projets, je le fais aussi. C'est-à-dire qu'il y a un vrai truc, et évidemment, les scènes et les films, ils remontent toujours d'un cran quand il y a à la fois du travail, bon, ça c'est une chose, mais j'ai juste des partis pris, en fait. Pour moi, c'est même plus important que l'image, en fait. Ouais, alors je dirais pas En un jusque... sens. Mais en fait, en tout cas, il y a un truc d'équivalence qui est évident. En tout cas, c'est 50-50. Mais bien ouais. sûr, bien sûr, Mm. bien sûr. Et enfin, une dernière question sur le montage. Il y a une citation qui revient beaucoup dans les interviews de réalisateurs actuellement, c'est « On ne finit jamais un film, on l'abandonne Ah. ». Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi? Oui, mais parfois on l'abandonne avec joie. C'est-à-dire, c'était bien, hein, bon, c'était pas parfait, notre histoire, mais il y a quand même eu des beaux moments. C'est cool, salut, à la prochaine, hein, je vais voir quelqu'un d'autre. Ça va très bien. Et quand est-ce que tu sais qu'un film est terminé, du coup? Le montage d'un film est Ça, c'est terminé? l'argent qui te le dit. Quand tu, non, mais quand c'est tu très peux simple. plus, quand mais t'as c'est plus de très temps de simple. montage. Mais c'est très simple, hein, en vrai. Parce qu'après, tu peux faire Des versions infinies, quoi. des versions infinies. Et non, après, non. Pour être très honnête, un certain nombre de projets où j'aurais aimé avoir plus de temps partout, déjà, et puis évidemment plus de temps au montage. Maintenant, c'est le jeu, en fait, tu vois. Tu dois te dire ça. Moi, je préfère jouer à l'intérieur de la contrainte que de me plaindre du fait que... Enfin, je dis ça, en même temps, j'avais fait une heure que je dis que j'ai pas assez de temps et d'argent pour faire des films. Mais... Bah, ça, c'est normal. Donc, on a tous ce sentiment. Oui, c'est ça. Oui, tu l'abandonnes, et puis c'est vrai que si tu laissais reposer pendant 6 mois et que tu revenais, tu ferais encore un autre film. Et peut-être le truc, il est infini, en fait. Et que les films, c'est des étapes aussi. Et c'est pas des étapes de perfection non plus, jamais. Moi, j'ai pas trop de... Sauf grande frustration qui, encore une fois, pour moi, est plus dans l'ensemble, tu vois, dans l'ensemble de l'argent et du temps que tu as, plutôt que spécifiquement là, dans le temps de montage. Ouais, non, je sais pas. Et une dernière question, avant de passer à la conclusion, c'est
quoi ton rapport aux effets spéciaux, du coup? Parce que tu as quand même pas mal recours aux effets dans tes Ouais. films. Est-ce que tu es plutôt effet pratique, effet numérique, les deux? Comment ça se Les passe? deux combinés quand on expertise un petit peu, qu'on teste, qu'on parle avec les spécialistes des uns et des autres et de se dire qu'est-ce qui est le mieux pour ci, qu'est-ce qui est le mieux pour ça. Tu vois, sur Ogre, typiquement, au tout départ, on était parti sur un désir complètement absurde, hein, de se dire on fait tout en numérique, machin, tu vois, laisse tomber. Bon, après, donc j'ai discuté avec Olivier Afonso à l'Atelier 69 et il m'a fait des propositions et on a vu que c'était possible de faire ça et ça avec tel type de casting de gars et de machin. Et après de mêler avec des trucs d'oiseaux, d'effets spéciaux, pareil, encore une fois, mélange de vrais oiseaux, mélange d'effets numériques. C'est vraiment là prendre tous les outils à disposition et qui, eux, pour le coup, sont des outils qui n'ont rien à voir avec l'IA. Parce qu'on me dit toujours ça aussi. Ouais, mais toi, tu fais des effets spéciaux. Oui, ça n'a rien à C'est voir. des outils visuels que l'on dirige nous. Donc c'est un truc de plus à la palette, en fait. Donc oui, j'ai pas de religion radicale sur non, je veux tout en SFX ou tout en VFX. Pas du tout. C'est un truc. Et puis encore une fois, c'est souvent aussi cette discussion-là, cette réflexion-là, elle a lieu à l'intérieur d'un cadre défini qui est un cadre d'argent aussi, tu vois. Donc après, c'est Bien sûr. à quel poste tu pousses les choses, quoi. Puis on va terminer peut-être sur un conseil que tu aurais à donner aux réalisatrices, réalisateurs qui nous écoutent. Peut-être le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne avant de te lancer dans la réalisation. Alors ceux qui démarrent et ceux... Moi, j'avais été... Je dis ça souvent, mais j'avais été assez marqué, en fait, par... Et en même temps, je sais pas si c'est vrai, mais je sais pas, ça m'avait pas mal servi comme une espèce de mantra et tout ça. Un truc que Jean-Pierre Jeunet avait dit une fois dans une émission à la radio, je crois que c'était sur France Inter. Et il avait dit, moi, j'ai pas forcément plus de talent qu'un autre. Voilà, c'est comme ça, parce que moi, le matin, quand je me réveillais, je voulais faire ça. Le soir, quand je me couchais, je pensais à ça, je voulais faire ça. Et dit, je suis persuadé que celui qui fait des films, c'est celui qui le veut le plus. Ça n'est peut-être pas vrai, mais c'est intéressant. Mais ça y contribue. Comme guide. En guise de conclusion, on termine toujours cette émission par les recommandations de l'invité. Alors, est-ce que, Arnaud, tu pourrais nous conseiller un film ou une série? Alors, par contre, il va falloir que je retrouve les titres, hein. Je peux t'aider si tu as des indices. Très clairement, ah mince, comment s'appelle le réal qui avait fait Kin? Et donc non, parce qu'il a réalisé une série qui s'appelle c'est The Girlfriend Experience, non, c'est ça? Alors, Girlfriend Experience, c'est Soderbergh. Non, il produit, Ah, il produit, mais c'est pas lui qui réalise. je crois pas. C'est pas Lodge Kerrigan. Lodge Kerrigan, c'est ça. J'ai beaucoup aimé Kin d'ailleurs, c'est super. Ouais, et moi qui est un réalisateur que j'adore et qui avait fait cette série-là, sur une jeune nana qui se prostitue, hein, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Et c'est en ça. fait, je trouve que cette série est méconnue, sous-estimée, et que la première saison était absolument dingue en termes de mise en scène, de choix de cadre, de mood, de rapport à l'émotion, aux comédiens et tout. J'ai trouvé ça vraiment formidable. Donc c'est juste pour un truc qui est un petit peu, je pense, un peu sous les radars, et que je trouve qu'il mériterait de machin. Je dis ça, j'ai pas du tout réfléchi à genre c'est pas la meilleure série de ma vie. Ah non, mais tout c'est ça, pas du machin. tout ce que je te demande. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est de nous dire ce qui t'a touché dernièrement. Ça, et puis, alors c'est pas dernièrement, mais c'est moi qui est un truc, j'y reviens toujours, on en parlait tout à l'heure, mais The Nick de Soderbergh, qui est pour moi une série folle de modernité et de singularité, mais je parle même pas de la BO et tout, tu vois, en plus qui crée une espèce de grande brume d'opium visuel presque, donc dans le c'est quoi, c'est Knickerbocker, donc c'est à New York dans l'hôpital, tu vois, le début de la chirurgie en fait, hein, c'est pour ceux qui connaissent pas. Et donc c'est Clive Owen qui est un chirurgien, un des premiers chirurgiens opiomanes, et donc c'est son histoire, l'histoire un peu de l'hôpital, et ça pourrait faire une dramatique télé, et puis c'est juste un film punk quoi, enfin, et ça aussi pour les raisons et ses conditions de fabrication, comme je disais tout à l'heure en fait, caméra épaule systématiquement, uniquement focale courte et lumière dans les décors, qui lui permet en fait de tester plein de choses au jeu, à la mise en scène, parce que il va vite et que c'est pas un barnum dès que tu dois faire quelque chose et machin là, et que en plus, pour la petite anecdote et tout, c'est le truc qui est toujours marrant avec Soderbergh, c'est que le gars, c'est lui qui monte. Donc apparemment, quand il repartait en van à son hôtel, sur son ordi, il était en train de monter les scènes déjà. Il arrive à l'hôtel, c'était monté, quasi, tu vois. Donc, Ah oui, mais en plus, il est chef-op dessus aussi. Oui, c'est ça, il c'est produit. oui, c'est ça. Il fait tout, quoi. C'est ça, C'est incroyable. c'est ça. C'est un homme orchestre Ouais, total. c'est ça. Et sur les derniers films, là, non, vraiment pour le coup, là, c'est des films dont j'ai parlé tout à l'heure, là, le Bird de André Arnold que j'ai vu donc cette semaine là, et The Thief, donc Le Solitaire avec James Caan, donc apparemment pas premier film, mais deuxième film de Michael Mann, c'est 81, je crois, un truc comme ça, et qui sont des grands films de metteurs en scène. Si tu nous recommandais un livre. Un livre, tiens, je vous recommanderais Christian Bobin. Je sais pas si tu connais, c'est un auteur
auteur, romancier, poète, disons, c'est un poète, et qui a écrit des livres qui s'appellent La part manquante, La folle allure, et qui sont des livres très courts, avec des histoires très simples, et avec une écriture qui est pour le coup sa mise en scène, absolument déchirante, poignante. C'est d'une super grande poésie. Moi, je connaissais 2 noms et je suis tombé dessus en fait cet été. J'en ai dévoré 4-5 et c'est cette recommandation-là que je ferai. En plus, il est mort l'an dernier, je crois. Et donc, c'est donc un auteur mort, donc c'est encore plus, c'est encore plus important de le célébrer et de le lire. Et je pense que c'est quand on dit toujours, on invite des gens, même nous-mêmes, à lire de la poésie, il y a toujours un truc, on a l'impression de retourner en CP. Et en fait, c'est totalement con parce que si vous lisez Christian Auvin, vous allez voir que le gars, il vous attrape le cœur, il vous met des frissons. Et voilà, donc ce serait mon conseil de lecture. Et enfin, est-ce que tu peux nous conseiller une bande originale de film? Une bande originale de film, ça, je vais être totalement nul. Ça peut être un de tes films. Ah, Tant qu'à faire. tiens, ouais, bah tiens, je vais faire ça. Allez je crois que c'est sur Spotify, pour écouter toutes les musiques de Fleming Nordkrog sur Rictus. Donc non seulement les siennes, mais celles aussi enregistrées par Sam, le rappeur, et Guédré. Donc vous pouvez écouter aussi régulièrement sur France Inter. Et qu'on fait des trucs vraiment très marrants et vraiment très fous. Et je trouve que c'est passé un peu comme ça. Nous, on était sûrs qu'on allait pouvoir sortir des albums et que les gens allaient danser tout l'été là-dessus. Non, je rigole, mais vraiment. C'est la fête. C'est ça, c'est la fête. Non, mais vraiment, c'est vraiment drôle, le truc de... Et je trouve que c'est très très réussi et que Fleming, il a fait un score... qui est dément et c'est très très clivant, donc c'est marrant justement, écoutez-le. Mais moi j'aime beaucoup ça, donc je vais citer Fleming, Nordkrog, Sam et Guédré pour la BO d'Erectus. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes prochains projets ou est-ce que c'est secret? Non, c'est pas secret, j'ai plusieurs choses. Alors il y a des choses évidemment qu'on développe qui sont pas encore lancées mais qui sont un peu dans Bien la sûr. tête et tout ça. Et sur les choses concrètes, en fait, là j'écris un film pour Ciné France. Le producteur c'est David Gauquier, c'est lui qui avait produit Erectus. Donc là c'est un long métrage et c'est une comédie fantastique, un huis clos. C'est très très barré et c'est très excitant. Moi j'y crois beaucoup et donc je suis en train d'écrire le dialogué là. Super. Voilà, donc on est très enthousiaste de ça. Je travaille à un autre projet qui est plus politique, mais qui est signé avec une boîte de prod, mais qui est encore un peu en germe, donc je préfère pas trop en parler, et voilà, mais qui me tient très à cœur. Et là, je suis vraiment au cœur d'un truc de problématique d'écriture. J'ai pas encore exactement trouvé la bonne clé, le bon chemin. Enfin, je l'ai, mais j'ai pas encore abouti l'écriture du texte, mais j'ai bon espoir d'aller au bout. Et voilà, je me suis promis que j'irai au bout. Et par ailleurs, je développe un projet de comédie sociale pour faire court avec Cal Story, exactement, aussi là. Donc c'est pour ça que j'avais un rendez-vous ce midi avec une grande chaîne ou plateforme, on ne dira pas. Non, On ça ne dira restera pas qui secret. quoi. On ne dira pas qui quoi. Et pareil, donc je peux pas trop parler encore. C'est un peu trop tôt, quoi. Quand j'aurai signé, Bien sûr, non, j'espère mais avec c'est normal. quelqu'un, mais qui me tient vraiment à cœur et qui est plus on va dire une comédie un peu radicale qui se déroule dans la France périurbaine, quoi. Qui est un espace dont on parle finalement pas tant que ça, Ouais, c'est vrai. surtout la télévision, et qui est un espace qui mérite de l'attention, et puis je trouve, qui par endroits est notre Amérique à nous, dans le sens où il y a des singularités, il y a des espaces et des malls et des centres commerciaux et des parkings et des pavillons et des choses qui sont aussi des espaces possibles de fiction et des gens aussi dont on parle pas beaucoup et qui sont machin. Et encore une fois, ça fait un peu genre grave tout ce que je dis machin. C'est pour faire une comédie, mais pour parler de tout ça en fait. Donc ça, et j'ai un autre film qu'on développe avec Marion depuis un moment pour Calt aussi, et dont on va reprendre l'écriture là, et qui est un film d'aventure. Pour le coup, un budget un petit peu plus conséquent et tout, et qui est... je peux en parler parce que j'en ai déjà parlé avant, mais comme il avait été mis en stand-by un peu quand j'ai fait Mémoire vive, et c'est, pour faire court, un western napoléonien. Voilà. Pour faire simple. Je te laisse avec ça. Et où est-ce qu'on peut suivre tes actualités, Arnaud, du coup? Sur les réseaux, peut-être, ou alors, ailleurs? moi, je suis une grosse patate, et du coup, j'ai refusé d'aller sur Twitter, enfin X, ça s'appelle, Ouais, mais ça, voilà, c'est Instagram, plus trop un bel endroit. machin. Donc,
À une époque, je faisais des statuts sur Facebook un peu énervés. Moi, j'en fais quasiment une fois tous les 6 mois. Donc, j'ai pas vraiment d'endroit d'actu où on peut suivre quoi que ce soit. J'ai pas de site, j'ai pas de truc. J'ai pas... Dans la presse, quoi. Ah oui, c'est ça, dans la grande presse. Dans l'Express. Journal de 20h, TF1. Vous regardez régulièrement, ils en parlent. Est-ce que tu as un mot de la fin à ajouter, quelque chose qu'on n'a pas abordé, dont tu veux parler, Arnaud Non, mais déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a abordé plein de choses, et c'est toujours un exercice qui est assez agréable, en fait, de parler de soi, parce que c'est super intéressant. Non, c'est pas ça. Parce qu'en fait, ça te met toujours un temps de regard un peu sur toi, de recul, d'analyse, et de s'arrêter un peu, de dire attends, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on fait après. Donc voilà, c'est toujours agréable. Donc merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir répondu à cette invitation et d'avoir été aussi généreux dans tes réponses. Avec plaisir. C'est la fin de cet épisode, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt, c'est-à-dire le mois prochain avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité dans Réal Réel. Merci, à très vite.